Il est 18h42. Nous pouvons ouvrir la séance du Conseil municipal du 29 mars 2023. Alors, je vais commencer par l'appel des conseillers municipaux pour nous assurer du quorum. Arnaud Justin. Présent. Boutin Amandine est absente et a donné pouvoir à Céline Nabila Cerise. Présente. Coquille Romain. Oui, présent. Dadio Manuel est absent et a donné pouvoir à Stéphane Deneux. Présent. Et Stéphane Deneux, présent. Noélie Dulaurier. Présente. Sophie Duperron. Présente. Abraham Guignan. Présent. Sonia Guillory-Labuzan. Présente. Cédric Jay. Présent. Maxime Larondelle. Présent. Vanessa Leroy. Présente. Céline Nabila Cerise. Présente. Rose Pédré Afonso, présente. Sonia Rabot est absente et a donné pouvoir à Sonia Guillory-Labuzan. Sophia Rick est absente et a donné pouvoir à Justin Arnaud. Christophe Trottin est absent et a donné pouvoir à Vanessa Leroy. Elisabeth Bachérou, présente. Et Samir Youssouf Ibrahim est absent et a donné pouvoir à Romain Coquille. Le quorum est donc atteint. Je propose que nous nommions secrétaire de séance, celle qui s'est proposée gentiment, à savoir Sophie Duperron. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Alors je vous propose de procéder à la signature du procès verbal qu'on va vous faire passer. Et en attendant un peu de musique. Voilà, c'est un peu ça, non, c'est un peu mon petit point sur la situation. Donc déjà, bonsoir et merci à tous, surtout à vous, chers concitoyens, d'être venus assister à ce conseil municipal, qui est le conseil le plus important. En tout cas, c'est un conseil de l'année qui compte pour tous les conseils municipaux, puisque c'est celui qui veut le budget. Alors, je vais démarrer en vous disant que la situation est grave. Elle est grave en tout cas dans de nombreuses communes en France, mais à Cambes, elle n'est pas désespérée dans cette situation. À Cambes, même si, comme ailleurs, nous subissons évidemment plein fouet l'augmentation de l'énergie, des matières premières et des charges salariales, la gestion prudente de nos finances toutes ces dernières années nous sauve. Nous avons en effet aujourd'hui une trésorerie, une somme assez importante, une sorte de trésor de guerre accumulé depuis des décennies qui, s'il est utilisé à bon escient, pourrait permettre à la commune de consolider sa structure financière de manière pérenne et durable. C'est l'objet de la stratégie qui va vous être présentée ce soir. Il y a un an, quasiment jour pour jour, notre comptable du Trésor public, Mme Manzano, était ici même en train de nous expliquer pourquoi nos finances, si elles étaient regardées à l'instant T, certes, elles étaient plutôt saines, mais que si nous regardions à long terme, elles prenaient un chemin délicat, celui de voir nos recettes augmenter bien moins rapidement que nos dépenses. En clair, nous entrions dans ce qu'on appelle un effet ciseau, avec un point de bascule à l'horizon 2026 si on n'agissait pas. Ce constat est renforcé par la crise actuelle, qui n'était pourtant pas encore visible il y a un an. Malheureusement, l'inflation record a précipité cette prédiction. C'est donc cette année que tout se joue. Pourquoi ? Parce que cette année, malgré la maîtrise des dépenses, le réajustement des tarifications et la légère augmentation des dotations de l'État, le bilan 2023 ne permettra pas de dégager des excédents de fonctionnement ou vraiment très peu. Si nous n'inversons pas cette tendance en 2024 et 2025, ce sont les dépenses qui pourraient passer au-dessus des recettes, nous forçant ainsi à toucher nos réserves, ce fameux trésor de guerre. Et ça, c'est pas acceptable. Nos réserves doivent nous servir à investir, à créer du mieux vivre pour les Cambais et les Cambaises. Des décisions doivent être prises maintenant pour que des projets sortent de terre et apportent des ressources supplémentaires, avant que nous soyons dans la situation d'être forcés de fonctionner dans notre trésorerie, tout simplement pour financer notre quotidien. Alors souvent, je prends l'exemple d'un foyer, parce que c'est beaucoup plus, je pense que c'est beaucoup plus parlant quand on pense à notre situation en tant que foyer. C'est simple, c'est comme si vous aviez, avec l'arrivée des enfants, du troisième, vous vous rendiez compte que les deux salaires, finalement, à la fin du mois, ils couvrent à peine les dépenses. Et que si ça continue, ça risque d'être le contraire. Alors si vous êtes dans la situation de Cambes, vous avez quand même un peu d'argent de côté. Et vous vous dites, peut-être que l'année prochaine ou dans les prochains mois, les salaires ne suffiront pas, mais on ira peut-être aller vider un peu le PEL, en tout cas les comptes à part. Alors c'est très bien, donc ça veut dire que ça vous laisse un peu le temps de respirer, mais quand
Vous aurez fini de toucher à votre épargne. Qu'est-ce qui restera? Toujours le même problème, vos dépenses qui seront plus importantes que vos recettes, et donc vous n'aurez pas réglé le problème. La commune en est à peu près à ce type de situation. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut agir. Nous n'en sommes pas encore à toucher à nos économies pour financer du fonctionnement, du quotidien. C'est donc maintenant qu'il faut se poser la question de cette ressource que nous avons. Qu'est-ce qu'on va en faire qui peut inverser cette structure financière? Alors bien sûr, quand on est élu, on ne doit pas penser uniquement aux finances. Aussi, en 2023, nous sommes fixés une feuille de route avec plusieurs missions. À la fois maintenir et pérenniser l'animation de la vie locale, évidemment par les festivités, mais aussi parce que nous devrions, si tout va bien, accueillir des activités économiques au sein de nos bâtiments communaux. Nous avons aussi comme feuille de route de renforcer la mobilité et la sécurité de tous, et en particulier celle des enfants, tout en se dotant en effet d'une force de frappe financière plus importante pour pouvoir imaginer des projets plus ambitieux pour Caen dans les prochaines années. Et cerise sur gâteau, cette année, un travail énorme a été fait par nos agents administratifs, notamment dans la recherche de financement public, que sont les subventions. Et ça, c'est un point important. Puisque vous le verrez dans les affaires de ce soir, les élus ont choisi de ne pas toucher à la taxation par l'impôt, mais d'explorer plutôt toutes les ressources possibles de financement public. Et les subventions en sont la principale. Le cap est là. Il l'a toujours été depuis 2020. Il s'agit de reprendre la commune en main, de remettre à niveau ses services en adéquation avec sa population, et ça c'est un travail au long cours, de maîtriser son budget, de défendre son cadre de vie, et bien sûr d'enclencher un rayonnement, notamment par son activité économique et sociale. Ce soir, cette séance du conseil municipal porte principalement bien sûr sur le vote du budget, mais elle fait aussi la démonstration d'une cohésion d'équipe. Une cohésion d'équipe constructive où chacun a su trouver sa place, respecter la place de l'autre, s'exprimer et respecter l'expression de l'autre, mais surtout s'investir au nom d'une vision partagée et initialement validée par notre élection. Aussi ce soir, cher Conseil, je salue ces mois de travail préparatoires qui ont mené à des propositions fortes pour tenir le cap ensemble pour Caen. Voilà. On va passer donc déjà au relevé de décision municipale. Vous avez pu en prendre connaissance, notamment à travers la note de synthèse. Est-ce que vous avez des questions ? Non? Parfait. On va commencer par la partie 1 qui est celle des affaires courantes. L'affaire numéro 1, c'est donc le remplacement d'une élue municipale du conseil d'administration du CCAS. Donc tout simplement, je ne vais peut-être pas vous lire tout l'explicatif juridique, mais juste vous expliquer qu'effectivement nous avons au sein de notre CCAS en tout 4 élus et 4 bénévoles, c'est ça? Non, 5 avec moi, c'est ça, hein? Ça fait 5, non, je ne compte pas, c'est pour ça qu'on avait 4 bénévoles et 4 élus, c'est ça. Et donc dans les élus, nous avons notamment Sonia Rabot qui a dû déménager, donc pour l'instant elle aimerait continuer de s'impliquer dans la commune, mais c'est vrai qu'au sein du CCS c'est difficile puisqu'il faut un quorum, et que le quorum, eh bien, il est difficile à atteindre quand on sait que d'office il y aura un absent au sein du CCS. Donc nous avons trouvé cohérent que Céline Mabila-Cerise, qui est adjointe donc au participatif et au lien à la population, se saisisse justement et d'ailleurs elle est tout à fait d'accord puisqu'elle est très impliquée de toute façon au sein du social dans la commune, donc qu'elle se saisisse de cette mission à la place de Sonia Rabot. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Très bien. Alors les propositions soumises au conseil municipal sont d'annuler et remplacer la délibération numéro 100 du 17 juin, oui c'est ça, 2020, en vue de procéder au remplacement de Madame Rabot, dont la situation personnelle et administrative n'est plus compatible avec sa fonction active au sein du CCS, d'acter à l'unanimité que les votes de désignation des membres élus siégeant au CA du CCS se feront à main levée et non à bulletin secret. Ah oui, c'est ça. Je ne sais pas si je vous en avais parlé avant. Oui. Alors, logiquement, si on doit respecter la procédure qui avait déjà instauré cette équipe du CCS, il aurait fallu faire un vote avec des bulletins, etc. Donc je devais vous proposer, si vous le souhaitez, parce que le sujet de notre conseil municipal est bien plus important et que ça va déjà nous prendre du temps, de plutôt voter à main levée cette liste que je vous soumets, que je vais vous lire. Est-ce que vous en êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée cette liste du CCS? Oui. Ça vous va?
Alors je vous redis la liste donc, qui est proposée. Céline Mabilla-Cerise, Vanessa Leroy, Abraham Vignan et Sophia Rick, qui, oui, par mail, m'a bien confirmé qu'elle souhaitait toujours faire partie de cette liste qui était proposée ce soir. Donc, eh bien, nous allons voter à main levée. Qui vote pour cette liste? Très bien, la liste est donc votée à l'unanimité. Je vous propose donc aussi d'enregistrer les candidats pour les 4 sièges à pourvoir, de procéder, non c'est bon, il n'y a pas besoin de procéder au premier tour de scrutin, ni d'enregistrer les suffrages, bref, ni de confronter les résultats, puisque ça a bien été accepté à l'unanimité. Parfait. Ça convient? D'une simplicité tout ça. L'affaire numéro 2, et je suis contente, je vais pouvoir passer le micro. C'est donc une demande encore justement de subvention auprès du département pour la subvention, donc le VDAEC de 13 468 €. Et je passe le micro à monsieur Stéphane Deneux. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, le département attribue des subventions aux communes à travers le fonds d'aide à l'équipement des communes qui finance notamment les projets d'investissement ayant trait à de l'équipement de la voirie ainsi que l'acquisition de matériel. La commune doit urgemment procéder au remplacement de son tractopelle, trop ancien et dysfonctionnant, actuellement encore en panne. Ce matériel est assez crucial dans les travaux des services techniques et dans les travaux d'urgence, comme lors du nettoyage des routes après les dernières catastrophes naturelles. Et il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a 15 jours, on a eu encore un éboulement dans la côte de l'Auberge-André et nous avons été obligés de faire appel à un prestataire. On aurait pu éviter ça. Donc, pour notre commune, il est prévu que cette somme soit financée ainsi. Donc, le fonds d'aide est de 13 468 € et l'autofinancement, bien sûr, reste à charge hors subvention. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Donc les propositions qui sont soumises au conseil municipal sont de valider la sollicitation du département dans le cadre d'une demande de subvention VDAEC à hauteur de 13 468 € pour l'achat d'un nouveau tractopelle, de valider le plan de subvention de ce projet de la sorte, VDAEC à 13 468 € et autofinancement reste à charge hors subvention, d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci à tous, c'est donc adopté à l'unanimité. Affaire numéro 3, toujours avec M. Stéphane Deneux, c'est donc la validation de la cotisation annuelle auprès de l'EPRCF, donc le syndicat intercommunal d'études et de prévention des risques des carrières de Gironde. Donc, à toi Stéphane. D'ailleurs, juste, tu fais bien partie des membres du syndicat, c'est ça? Non. Non, c'est Sophie. Est-ce que Sophie, tu vas apporter ou Cédric, vous voulez apporter des éléments par rapport à ce syndicat? Alors j'en aurai un peu plus demain. À demain? Demain, puisqu'on a une réunion concernant le budget, justement, demain soir à 17h. Très bien. Très bien. Stéphane? J'en ai un petit peu quand même. On attend un peu sous la semaine. Voilà. Donc, le syndicat intercommunal études et prévention des risques de carrière de Gironde est un établissement public qui a été créé en 2018, regroupant 31 communes d'Oncambe, chargé de l'étude de la prévention des risques, carrières et falaises. Donc, son objectif est de mieux connaître le sous-sol pour pouvoir le surveiller et prévenir les risques à destination des particuliers et des collectivités territoriales. Donc, je passe à la délibération. Donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont augmenter donc, leur cotisation, qui était à 3,2 €, mais maintenant elle passe à 4,2 € par habitant. Donc, sur la base de la population cambaise, la cotisation 2023 de Cambe s'élève à 7 889 € contre 5 597 € en 2022, répartis sur 2 appels. Le premier appel est de 5 597 € et le second appel est de 1 892 €. Donc, alors en fait, cette augmentation, elle est due, ils vont recruter du personnel supplémentaire, donc évidemment leur frais de fonctionnement va être un peu plus élevé. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je ne sais pas si ça justifie cette augmentation, mais toujours est-il que c'est les indications que j'ai à l'heure actuelle. Oui, et je vais abonder dans ton sens. C'est vrai qu'on a du mal en fait avec ce syndicat qui est tout nouveau, hein. Je crois que maintenant il doit avoir 3-4 ans.
Et voilà, il y a des augmentations comme ça de cotisations qui ne sont pas tellement concertées. On a beaucoup de mal pour en avoir discuté en bureau des maires, puisqu'en réalité, cette adhésion au syndicat des carrières, elle est collective au niveau de la CDC. C'est pour ça que c'est un peu difficile de s'en dessaisir. Mais les maires étaient d'accord pour dire que là, on souhaite rencontrer le président de ce syndicat et qu'il nous explique bien quel type de fonctionnement a ce syndicat et comment il peut justifier, parce que c'est par habitant, donc vous imaginez qu'il y a certaines communes où l'augmentation est énorme. Les communes, notamment comme Camblane, etc., qui n'étaient pas très contents de voir leur cotisation doubler. Donc on sait que ce sont des partenaires et pour le coup, ils nous ont beaucoup aidés, notamment sur le sujet de l'éboulement ici à Caen. Mais on sait que c'est aussi une période très difficile et on aimerait avoir un peu plus de visibilité sur ce type d'augmentation de cotisation très précipitée, parce qu'en plus on ne donne pas beaucoup de temps pour aller étudier un peu plus cette demande. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques autour de ça? Oui. Est-ce qu'on a des informations supplémentaires, notamment par rapport à l'établissement du PLU, puisque c'est quand même quelque chose qui va être très contraignant au niveau des risques? Oui. Est-ce que les dernières réunions ont fait des démarches de notre part pour avoir plus d'informations ou des choses précises? Par rapport au syndicat des carrières? Ouais. Non, ça n'entrera pas. Alors c'est très difficile parce que le syndicat des carrières, on a eu une rencontre il y a quelques temps avec la préfecture qui est en train de revoir tous ces plans de carrière, de risque autour des carrières, et le PRCF n'est pas tout à fait d'accord sur la méthodologie de la préfecture. Ceci dit, pour l'instant, c'est la préfecture qui prévaut. Donc, on a pu obtenir, donc c'est une réunion à Camblane avec tous les maires concernés, notamment justement ce syndicat, que le PRCF soit réellement inclus dans la mise en place de ces nouvelles cartographies, d'autant qu'ils ont peut-être quelques données un peu plus précises. Maintenant, ils nous ont montré un peu l'exploration qu'ils font. Ils ciblent quand même certaines zones où il y a vraiment très peu d'informations. Ils ne pourront pas aller avec leur caméra sondée partout. Ceci dit, ils apportent quand même beaucoup d'éléments. Maintenant, ils n'apporteront des éléments que si déjà la préfecture est d'accord pour en tenir compte, et ils ne seront pas souverains sur la décision après par rapport au périmètre de risque. C'est-à-dire que la préfecture décide encore, elle est en train de réduire en fait le périmètre du risque, et elle le fait uniquement si par exemple dans une carrière, il y a confirmation qu'il y a un fond de carrière, qu'il le voit le fond de carrière, et que c'est sûr qu'il n'y a rien d'autre autour. Là, du coup, ils réduisent le risque. Si jamais il n'y a rien qui prouve qu'il n'y a pas de fond de carrière, au contraire, ils vont agrandir la zone. Donc on est vraiment sur ce type de sujet. Le PLU se référera surtout au règlement en vigueur et qui sera transmis par la préfecture. Malheureusement, le PRCF ne peut pas du tout appuyer plus que ça elle ne peut pas en tout cas acter des changements sur les cartes. Elle peut par contre offrir, et c'est ce qu'on dit parce que quand même ça coûte, qu'il y a sûrement du matériel et des personnes très compétentes qui peuvent offrir déjà du renseignement, de la donnée. Donc au moins que la préfecture se saisisse de ces données qui sont faites, qui sont payées de toute façon par les communes. Donc voilà. Okay. Je considère qu'on pourrait se servir des informations de ce syndicat pour établir le PLU, puisque même si la préfecture nous donne de l'information, on peut aussi étendre les zones qui sont considérées à risque. Ah, inversement? Oui, on peut être plus restrictif que la carte des risques, ça c'est vrai. Mais ça, on les a. Ça, je pense qu'effectivement, ils sont conviés de toute façon en tant que personnes publiques associées, comme toutes les personnes publiques associées autour de l'élaboration de la carte. Donc oui, il y a des chances. On est en contact direct avec eux, notamment justement, comme je vous disais, sur ce cas d'éboulement. Et pour le coup, c'est peut-être le syndicat qui nous donne plus de billes face à l'État, qui est quand même très... comment dire, c'est un peu plus grossier comme analyse de la situation. Donc heureusement qu'ils sont là pour un peu plus affiner et défendre un peu plus les intérêts de la commune. Donc on aurait tort en effet de ne pas les solliciter pour établir la carte des risques. Si on veut être plus restrictif, on ne pourra pas être moins restrictif que la préfecture, ça c'est sûr, mais si au contraire on veut mettre des parachutes partout, évidemment, oui. Et vu ce qui se passe en ce moment dans la commune, effectivement, on aurait tort de faire l'inverse, d'être moins vigilant que les autres. D'autres questions sur le PRCF et la cotisation? Non?
Bien, donc les propositions soumises au conseil municipal sont de valider le montant de la cotisation 2023 de la commune de Cambre de 7 489 € au syndicat EPRCF 33 et procéder à son paiement selon les modalités établies par ce syndicat intercommunal. D'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes aux éléments prévus précédemment. Qui s'abstient? 4 abstentions. Très bien. 4 abstentions. Qui est contre? Et qui est pour? Moi, je vais compter parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon, vous comptez? 9 plus 3. Très bien. Merci à tous. Affaire numéro 4. Sollicitation de subventions auprès du département et de l'État dans le cadre de la réhabilitation énergétique de la salle Bellevue. Il y a d'ailleurs une toute petite nuance qu'on a apportée par rapport à la note de synthèse, puisqu'on avait fait apparaître que la demande, si je ne dis pas de bêtises, au département. Or, nous avons vu que ça pouvait aussi figurer dans les aides du fonds vert, donc les aides de l'État. Je passe encore le... Est-ce que tu as d'ailleurs la mise à jour de cette note de synthèse? Ah, mais le fonds vert? Oui. Non. Je te la mets là. Tiens. Ah, oui. Donc ça tombe bien parce qu'on y est en plus. Donc la salle Bellevue, donc c'est un établissement MERP qui appartient au domaine public de la commune. Il accueille notamment de grands événements, donc les lyriques, le Jazz 360 et bien d'autres. Or la conception de cette salle est thermiquement énergivore et représente un poste de dépense énergétique substantiel pour la commune, alors que son confort thermique n'est pas très satisfaisant. Donc on sait très bien qu'en été, on n'en peut plus et en hiver, on a froid. Donc la commune envisage pour l'année à venir de valoriser ce bâtiment en maximisant sa mise à disposition, et donc il est donc essentiel de résorber les problèmes thermiques de cette ERP, parce qu'il est bien entendu qu'on ne peut pas louer une salle assez chère avec des prestations minimes. Donc dans le cadre d'un devis de réhabilitation du système de chauffage et de climatisation, qui s'élève à, je vous parle en hors taxe, à 59 195. Dans son dispositif 2023, l'aide à l'investissement des communes, le département subventionne les travaux de restructuration, d'extension des aménagements d'équipements culturels, notamment des travaux liés à la mise en accessibilité, à la performance énergétique et au confort acoustique, dans la limite de 30% d'un montant pour un plafond de travaux de 500 000 €. Donc il convient de solliciter le département en vue de l'attribution de cette subvention pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique de la salle Bellevue. Dans son dispositif 2023 d'aide à l'investissement, l'État propose aussi une subvention fonds vert qui permet de financer la rénovation énergétique des bâtiments publics ou locaux dans l'objectif de générer au moins 40% d'économie d'énergie par rapport à 2010, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Donc aussi, il convient de solliciter l'État en vue de l'attribution de cette subvention pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique de la salle culturelle Bellevue. Merci Stéphane. Je voudrais ajouter quand même que cette salle nous pose évidemment problème, en tout cas elle pose question, qu'on a enfin réussi à convier l'architecte de ce bâtiment qui est venu sur place, qui nous rencontrer l'adjoint, le DGS, pour un peu mieux nous expliquer la conception de cette salle, comprendre quelle était la commande initiale, et comprendre si réellement ce gros problème d'isolation énergétique avait vraiment été soulevé dès le début. Est-ce qu'ils avaient bien conscience en fait qu'une verrière plein sud quasiment méritait quand même un équipement à la bonne dimension? Bon, on n'a pas eu tellement de réponses claires, mais au moins on a pu récupérer les plans. On n'avait pas du tout, on n'avait aucune archive, on ne savait pas exactement. On a fait venir quand même des entreprises qui nous ont même proposé du solaire. Sauf que du solaire sur le toit, si on n'a pas le calcul des charges, c'est quand même difficile de se lancer. Donc on avait besoin des documents de conception pour mieux comprendre en fait où on en était. Et plus on cheminait sur ce travail, et plus on s'est dit qu'effectivement on ne pourrait pas s'abstraire d'un vrai audit énergétique. On en a déjà fait et eu des résultats sur Brénontier et le Trésor public.
Et donc cette salle Bellevue mérite en fait le même audit, parce que si c'est pour mettre une nouvelle machinerie mais que le problème se retrouve toujours le même, ça n'a pas grand intérêt. Donc l'intérêt de ces audits, et là je parle sous le contrôle de Stéphane qui a rencontré les entreprises. En plus c'est porté par le SDEG, donc le SDEG nous subventionne, donc ça coûte pas cher et ça permet en plus de pouvoir prétendre en plus à des travaux subventionnés derrière. Et donc les résultats, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne des pistes en plus. On ne nous dit pas seulement à quel endroit ça peut être une passoire énergétique, mais aussi structurellement comment on peut vraiment traiter ce problème de chaleur importante l'été et de froid l'hiver. Voilà. Est-ce que vous avez des questions autour de ces demandes de subventions pour des audits énergétiques? Oui. C'est un système qui est de quel type? Le système de climatisation? Là, l'actuel? Non, le futur qui est prévu, puisqu'il y a un audit qui a été fait. Oui. Je veux bien que les plus techniciens disent, parce que je pense que c'est un peu le même, mais plus grand. C'est du réversible en fait. Du réversible. C'est un premier devis qu'on a fait en fait. On attend réellement d'avoir l'étude thermique pour accorder réellement la machinerie en fonction de l'équité d'accueil. Mais dans tous les cas, c'est à peu près le même système, mais beaucoup moins énergivore et même totalement moins énergivore, on va dire. Mais sans l'audit thermique à suivre, on ne pourra pas lancer de travaux, ça ne sert à rien. Ça peut être carrément un autre système. Hein. Ce qu'il fallait, c'était déjà au moins ouvrir une ligne déjà au budget, parce que ça, c'était un truc qui n'avait pas prévu. Mais quand on a fait venir pour une réparation, une énième réparation, on ne pouvait pas imaginer le nombre de réparations, parce qu'on a l'impression que la clim ne fonctionne jamais, etc. On s'est dit, bon, ben, on va faire au moins un devis pour comprendre à quoi il faut se préparer, quoi. Maintenant, on a fait venir aussi des prestataires qui produisent aussi du solaire et qui peuvent, en tout cas, qui pourraient proposer des solutions d'autosuffisance sur la salle. Mais tout ça, c'est bien beau, tant qu'on ne dit pas réellement d'où vient le problème. Est-ce que c'est, on sent un petit peu que c'est aussi ces verrières qui posent problème. L'architecte qui est venu nous voir nous dit quand même, c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir des volets à l'extérieur. Oui, en effet, parce que le soleil tape surtout sur de l'aluminium. Vous avez touché l'aluminium en plein été, notamment lors de nos conseils municipaux, c'est le système d'un chauffage en fait, qui nous renvoie la chaleur qu'il récupère dehors. Donc c'est vrai que le fait de faire chauffer ce métal-là fait qu'on aura beau envoyer en même temps de la clim à côté, enfin c'est une aberration. On ne peut vraiment pas se dire on va juste mettre le paquet sur la clim et puis laisser encore cet aluminium nous envoyer, d'un côté avoir un chauffage et de l'autre côté une clim. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux jouer à la prudence et au moins avoir peut-être un avis sur réellement quel est le problème de ce bâtiment. Parce que clairement, l'architecte ne nous a pas donné de vraies pistes. Alors en fait, si je peux me permettre, c'est bon, ils m'entendent. Au départ, en fait, l'architecte avait quand même préconisé à ce niveau-là de faire une isolation par rideau à l'extérieur, déjà, et de planter des arbres pour éventuellement ombrager la chose. Sauf que, en fait, le cahier des charges de cette salle n'était plus le même que l'on a maintenant. C'était une salle qui était louée très occasionnellement et qui ne demandait pas les besoins que l'on a à l'heure actuelle. Voilà. Donc, sinon, ça avait été quand même conseillé par l'architecte. Je ne le défends pas parce qu'il n'a pas beaucoup apporté de solution, mais celle-là, au moins, il avait déjà préconisé sur les mandats précédents. Donc, il y a aussi certainement un travail extérieur à faire. Oui, sur l'usage en fait, de la salle, c'est vrai qu'on n'a pas bien compris. Au final, pour lui, la salle avait été demandée pour ce fameux festival lyrique du mois de juillet. Parce que l'acoustique a été parfaitement pensée pour ça. Bon, quand vous avez des chanteurs qui sont contents d'aller chanter plutôt à l'église, on se demande si on n'a pas un sujet autour de ça. Voilà. Donc c'est un vrai point d'interrogation, hein. C'est une bonne question. Justin, mais en effet, là, acter tout de suite un système alors qu'on ne sait pas en fait d'où vient. Peut-être que c'est la structure même qui est complètement une aberration. Hein. Donc on n'a pas eu de diagnostic qui a été effectué par cette. C'est l'objet de l'affaire. L'affaire qu'on demande, la subvention, c'est pour le diagnostic en fait. Aussi. Oui, c'est pas pour tout de suite investir dans la machine. Ah, non. Il faut à tout prix ce diagnostic-là et le SDEG maintenant propose ce type de diagnostic, comme je disais, comme il l'a fait pour Brémentier et pour le trésor public. C'est pour les travaux, la délibération. Oui, parce que comme je vous dis souvent, il faut faire la demande de toute façon, mais faire une demande de subvention, c'est pas signer un devis. C'est au moins se dire, on aura, s'il faut engager des finances, on a déjà la demande de devis, de subvention. Je vous rappelle que les subventions sont votées
par le département en juin. Donc c'est juste au moins qu'on apparaisse dans la pile des demandes. On va d'ailleurs très prochainement recevoir nos délégués départementaux pour leur montrer qu'on a de gros besoins en subvention. Et voilà, donc encore une fois, une subvention, elle s'appuie sur une somme. Sinon, on ne peut pas demander une subvention si on ne peut pas dire en face, ce serait pour ça, idéalement. C'est dommage que le diagnostic n'ait pas été fait il y a quelques années. Absolument. Ça. Dès le départ. Même dès le départ. Pour le solaire, vous avez une ordre de vie? Non, pas encore. Non, on attendait en fait de savoir si la structure était capable d'accueillir des panneaux solaires. C'est juste pour avoir une idée, c'est la subvention, le dossier se fait peut-être une fois qu'on peut avoir 30%. Là, on part sur 59 000 hors taxe. Si le solaire il se retrouve sur du 70 000 ou 80 000 hors taxe, ça reste peut-être moins intéressant d'être en. Tout à fait, en autosuffisance. Voilà. C'est juste par rapport à la demande. Est-ce que nous, on pourra réajuster d'ici? Il sera toujours temps de demander plus. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Ok, c'est pas On grave. peut ouvrir une ligne. Voilà, ok, c'est pour savoir si après les sommes peuvent être adaptées au fur et à mesure. Alors, je vous rassure, d'après l'architecte, la structure du bâtiment est capable normalement d'accueillir des panneaux solaires dans cette zone ici. Normalement. Voilà. Comme on n'avait pas les données, on n'avait pas de plan pour les calculs de charges, c'était compliqué. C'est un nouveau budget, on ne s'en trouve pas du tout. Non. Les gars, on peut réajuster. C'est ça. D'autres questions, d'autres remarques? Non. Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont de valider l'opportunité de solliciter le département pour l'attribution de la subvention de travaux et restructuration d'extension et d'aménagement d'équipements culturels, travaux liés à la mise en accessibilité à la performance énergétique et au confort acoustique, solliciter le montant maximum attribuable de 30% du montant estimatif des travaux, soit 17 730 € et 59 centimes, valider l'opportunité de solliciter l'État pour l'attribution de la subvention fonds vert, solliciter le montant maximum attribuable de 30% au montant estimatif des travaux, soit 17 730 € et 59 centimes, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Ah oui, il n'a pas la phrase. Non, je suis déjà ailleurs, excusez-moi. Qui s'abstient? Une abstention. Est-ce que tu portes un vote? Sophia également. Alors ça fera deux abstentions. Je le dis parce que M. Mazen a fait la remarque, parce que tout à l'heure, comme il y avait plusieurs abstentions, etc. L'abstention, c'était que la mienne. Ah voilà, bon, alors faudra. Donc pour les prochains votes, quand il y a. Enfin en tout cas quand c'est pas l'unanimité, si vous portez deux votes, levez les deux mains. Voilà. Si vous pensez porter les deux, voilà. C'est simple, mais. Oui, haut les mains. Enfin, je sais pas, ou alors vous levez deux fois, enfin bon bref. En tout cas, faites valoir le fait que vous portez un pouvoir. Bien, et bien on va passer aux affaires budgétaires. Non, j'ai pas fait voter. Abstention. Excusez-moi, je prends le train. Donc il y a deux abstentions, pardon. Qui est contre? Et qui est pour? Deux mains. Bah, sinon, oui, c'est le reste avec les pouvoirs. D'accord. Bon, parfait. C'est bon là, hein, je dirais. C'est bon. Cette fois, on passe au budget. Ah, mais moi, je suis impatiente. Alors, très bien. Je vais peut-être passer le micro à l'adjoint aux finances. Vous avez à peu près compris dans mon discours quelle était la stratégie. La stratégie, c'était d'agir avant de subir peut-être des difficultés quotidiennes ou en tout cas annuelles sur le fonctionnement. Écoute, Maxime Larondel, je te laisse peut-être un peu expliquer le cheminement peut-être de ces 6 derniers mois jusqu'à maintenant et qu'est-ce qu'on projette après. Oui, merci Rose. Donc le budget a été construit d'une manière prudente, mais quand même volontariste. C'est-à-dire qu'on a ouvert notamment beaucoup de lignes de travaux en se projetant sur probablement non pas une année, mais plusieurs années, au moins 2, parce qu'il est ambitieux en termes d'objectifs d'investissement. Il y a des investissements qui doivent être immédiats pour pouvoir générer des recettes. Rose l'a expliqué tout à l'heure. On a déjà mis en place plusieurs actions depuis l'année dernière.
Donc en fait, il faut savoir que sur l'ensemble des recettes que perçoit la commune, notre marge de manœuvre à nous, elle est assez restreinte finalement, parce qu'elle touche sur les recettes soit liées à des services, donc la location de salles, le service scolaire, etc. Ou alors des subventions, mais là on ne maîtrise pas, c'est-à-dire qu'il y a toujours une part aléatoire dans la subvention. Quand on dit tout à l'heure, on pourrait avoir 30% de tel montant, oui, on peut avoir 30%, mais si on n'a que 20%, ça ne pèse pas la même chose dans les comptes. Donc le budget, nous, pour ça, il tient compte d'un montant de subvention faible. On a volontairement pris un montant de subvention très faible dans le budget de 2023. Pour ne pas se faire avoir à notre propre jeu, finalement. On sait que probablement on aura des subventions bien plus élevées que ce qu'on a compté, mais tant mieux, ça va réduire notre risque. Donc on a joué sur certains services. On a mis en place un appel à manifestation d'intérêt, donc parce que la commune a une chance, quelque part. Elle a des bâtiments vacants, donc la halte nautique, la perception, et puis d'autres, qui inoccupés se dégradent, se déprécient, et qui n'apportent rien aujourd'hui à la commune. Donc on a mis en place un appel à manifestation d'intérêt, et on a eu beaucoup de demandes, finalement, pour de la création d'activités commerciales, alors que ce soit restauration, épicerie médicale, paramédicale, etc. On a eu différents porteurs de projets qui se sont manifestés. Et tout ça, ça va démarrer cette année. C'est la première étape, quelque part. Revaloriser ces bâtiments, les faire revivre, et faire en sorte d'apporter des services du commerce aux habitants, et par la même occasion, en tirer un loyer. Par exemple, dans nos hypothèses, qui sont encore une fois très prudentes et très réalistes, le bâtiment de la perception, avec les loyers qu'on imagine percevoir dans les mois qui viennent, on aurait un retour sur investissement de moins de 10 ans. Donc ce qui est plutôt très bien. Et encore, on est gentil sur les loyers, on aurait pu taper plus fort, mais on est aussi là pour accompagner les créateurs de business, c'est-à-dire que si vous mettez des loyers trop forts tout de suite, et que le commerçant plonge la première année, aucun intérêt. Donc, par contre, on aura certainement un système contractuel avec les commerçants assez souple et assez mouvant pour pouvoir réévaluer assez fréquemment ces loyers. D'ailleurs, ça pourrait être à la hausse ou à la baisse. D'accord ? Donc voilà pour les actions qui ont été menées déjà au cours des 6-8 derniers mois. Le but, c'est d'aller chercher des recettes supplémentaires pour éviter cette baisse continuelle et éviter d'être uniquement dépendant d'une seule chose, c'est-à-dire des dotations de l'État. Deuxième, c'est ce que j'allais dire. Deuxième chose sur laquelle on souhaite garder la main, c'est notre capacité ou notre volonté à augmenter les bases fiscales ou non. Le choix a été fait d'aller chercher des recettes ailleurs et de ne pas toucher aux impôts. Alors les bases de l'État, elles bougent, mais les bases communales ne bougent pas. Et donc l'idée, c'est d'avoir des retours sur investissement courts pour conserver une capacité d'autofinancement dans les normes des communes de notre taille, aux alentours de 12% de l'ensemble des recettes de fonctionnement. On avait, alors grâce à la gestion des années précédentes, ça c'est un point fort, on avait, comme disait Rose tout à l'heure, une réserve financière qui nous permet cette année de porter un gros coup sur les investissements et d'investir pour le futur. Voilà. Donc on le fait avec une grosse partie des investissements qui seront faits sur le plan bâtiment, ce que j'appelle la perception, etc., pour aller chercher des recettes, mais on n'oublie pas quand même, on a quand même beaucoup de sujets récurrents d'une année sur l'autre, l'éclairage public, les eaux pluviales, etc., et la voirie, on va quand même faire des choses sur la voirie. On aimerait toujours en faire plus, mais la voirie c'est un gouffre financier, qui est très peu subventionné. Là où, bizarrement, on pourrait avoir des sommes relativement conséquentes sur une climatisation de salle, sur une route qui s'effondre, on a quasiment rien. Voilà. Mais par contre, on a quand même une obligation de sécurité et de mise aux normes, de maintien aux normes des voies. Donc cette année, on aura aussi, hormis ces voiries qui seront faites en dur, on aura aussi la préparation de l'année prochaine.
dans le plan de financement, le plan d'investissement, avec certaines études qui seront menées. Une étude sur le bourg avec le parking de la mairie, les Steilles, une étude sur les berges de les Steilles. On sait qu'il y a quand même un problème d'effondrement des berges. Donc, est-ce que ce sera minéral, végétal? Comment les maintenir idéalement le mieux possible, au moindre coût? On a quelques obligations, de par notre patrimoine aussi historique, notamment l'église. On a des obligations de diagnostic sur cette église, probablement à venir de toiture. Alors, réfection ou remodelage, je ne sais pas trop, mais on va avoir des dépenses là-dessus. Et on a aussi un diagnostic, alors on est en route sur ce projet-là, on a déjà fait une première étape sur le schéma d'écoulement des eaux pluviométriques. Et là, on travaille à plusieurs communes sur ce sujet. Donc, c'est un peu le panorama, en tout cas la stratégie et la préparation sur toute cette stratégie. Maintenant, on va revenir aux affaires qui entérinent en tout cas l'année 2022. Je dis pas de bêtises, une petite 2021. Et c'est bien l'année 2022, déjà je ne suis pas tout à fait en phase aujourd'hui. Alors, l'affaire numéro 5, qui est donc l'approbation du compte de gestion du budget principal 2022 de la commune. Eh bien, je vous laisse présenter ça. Non, je sortirai juste après. Là, pour l'instant, c'est la présentation du compte de gestion qui est donc le bilan de l'année passée, le réel, ça a été vraiment dépensé et gagné pour l'année passée, et qui est la copie rendue par le Trésor public, par c'est moi l'ordonnateur, donc le comptable, merci, pour savoir si vous suivez. Donc voilà, là c'est factuel, en fait, il s'agit de vérifier la présentation de du comptable. Donc là, je vais vous annoncer tout un tas de chiffres, j'en suis désolé, avec toujours deux sections bien spécifiques, l'investissement et le fonctionnement. C'est deux choses à part. Donc, des prévisions budgétaires de fonctionnement de 1 807 966 €, je vous fais grâce des virgules, ça ira un peu plus vite. Des titres de recettes émis pour 1 245 532 €, et des recettes nettes de 1 245 532 €. Face à ça, on a des dépenses de fonctionnement qui sont des dépenses nettes de 1 066 808 €, soit un excédent de fonctionnement de 178 724 €. C'est le chiffre qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'on a plus de recettes de fonctionnement que de dépenses. Sur la section investissement, on a des recettes d'investissement de 289 079 € et des dépenses nettes de 377 948 €. Et là, par contre, on a un déficit de 88 868 €. Ce qui fait que le total des sections reste positif, puisqu'on avait en fonctionnement un excédent de 178 000 et en investissement un déficit de 88, ce qui nous laisse un excédent global d'un peu moins de 90 000 €. Est-ce que je rappelle les chiffres? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a besoin, s'il y a des questions, peut-être des... Après, le document qui sera disponible en ligne ou sur la mairie vous fait un rappel de l'année 2021 en plus. Tous ces excédents font qu'aujourd'hui, ce que disait Rose tout à l'heure, on a une épargne communale assez conséquente, puisque l'année d'avant, on avait un excédent de presque 500 000 €. L'année dernière, 89 000 €. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que cette année, on va pouvoir investir un peu. Ça, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que le sujet est que ça sera donc de l'autofinancement tout ce qu'on va mettre en place, parce qu'on n'a pas d'autre choix en plus. C'est-à-dire que si on reste sur cette situation-là, on ne peut pas prétendre à un crédit. Encore une fois, j'en reviens au fameux foyer qui est un peu juste sur ses dépenses et ses salaires, et qui donc ne pourra pas prétendre à la banque à pouvoir aller chercher un crédit.
Et on en est à ça. Donc heureusement qu'on a ce fameux, j'aime bien l'appeler le trésor de guerre, mais finalement c'est un héritage de dizaines et dizaines d'années en fait. C'est l'héritage de tous nos conseils municipaux depuis que Cambes est une commune, et que donc il ne faut pas en faire n'importe quoi et qu'il faut être sûr de ce qu'on fait. On y reviendra sûrement tout à l'heure. En tout cas, sur ce document du Trésor public, est-ce que vous avez des remarques ? Les propositions soumises au conseil municipal sont donc de déclarer que le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice de l'année 2022 par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle aucune observation sur les réalisations de l'année budgétaire afférente. Déclarer n'émettre aucune réserve pour le compte de gestion du budget principal de l'année 2022. Constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice. Reconnaître la sincérité des restes à réaliser. Arrêter les résultats définitifs et autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? On a 2 mains là-bas. 2 abstentions. Qui est contre? Et qui est pour, donc, le reste? Merci à tous. Affaire suivante. Là, c'est la validation du compte administratif du budget principal. Donc, c'est... Pardon? Non, c'est bon. La validation du compte administratif, c'est le moment, effectivement, où Madame la maire ou Monsieur le maire doit sortir du conseil municipal, puisque c'est là où je vous présente ma copie. Je rends compte de l'action qui a été menée en votre nom, cher conseil municipal, pendant l'année écoulée. Donc je crois que je peux quand même participer au débat, je peux répondre aux questions. Par contre, je sortirai au moment du vote. Et donc il faudra nommer un président de séance à ce moment-là. Voilà. Donc là, encore une fois, on va mettre des chiffres sur les projets. La section de fonctionnement, le chiffre d'affaires 2022, nous sommes à un total de dépenses de fonctionnement de 1 024 538 € et une opération de transfert entre sections, donc entre sections d'investissement et de fonctionnement, de 42 269 €. Ce qui nous amène à un total de dépenses de 1 066 808 €. Au niveau des recettes de fonctionnement, nous sommes à un total de recettes de fonctionnement de 1 224 418 €, un transfert de section de 21 000, soit un total de recettes de fonctionnement de 1 245 532 €. Nous avions des reports des années précédentes à hauteur de 593 528 €, plus l'excédent de l'année dont on a évoqué tout à l'heure le montant, de 178 724 €, ce qui fait, à fin 2022, un résultat à reporter sur éventuellement 2023 de 772 252 € pour le fonctionnement. C'est le chiffre qu'il faut retenir, c'est que les années précédentes, à fin décembre 2022, nous permettent aujourd'hui de bénéficier d'une partie du trésor qui est de 772 252 €. Ça, c'est pour le fonctionnement. En parallèle, on a l'investissement, donc avec des totals d'investissement, dépenses d'investissement de 356 834 €, plus le virement à la section de 21 113 €, soit un total de dépenses d'investissement de 377 948 €. Les recettes d'investissement sont de 216 500 €. Alors les recettes d'investissement, c'est principalement des subventions. D'accord ? Et les fonds de compensation de TVA. Parce que ça peut paraître bizarre d'avoir des recettes sur des investissements, mais c'est ce qu'on voilà, c'est les taxes et les subventions de l'État, de la région, du département, etc. D'où l'importance du travail des agents d'aller en chercher de plus en plus, parce que finalement, les investissements peuvent s'autofinancer en tout en partie. Les recettes de la section d'investissement totale sont de 289 079 €. Donc si on a
le résultat des années précédentes en investissement était positif à hauteur de 259 271 euros. On a vu tout à l'heure que l'année dernière, on était en déficit sur l'investissement de 88 868 euros, ce qui nous fait un résultat à reporter pour cette année de 170 403 euros. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que entre guillemets, les exercices précédents, et ça date de 4, 5, 6, 7 ans en arrière, voire même plus, nous permettent aujourd'hui, quand on veut donner un montant à ce fameux, entre guillemets, trésor de guerre, c'est la somme de 772 252 en fonctionnement et de 170 403 en investissement. Ce qui fait un total de 942 000 euros. Donc l'analyse financière, on voit principalement, vous verrez dans les documents, on n'a rien pour projeter, là, c'est dommage, mais on a alors les courbes ne sont pas inquiétantes comme ça, mais elles ne prennent pas forcément la bonne direction. C'est-à-dire qu'on a une courbe de recettes qui a tendance à augmenter, mais avec une légère stagnation. Par contre, la courbe de dépenses, elle augmente. Alors, on vient aussi d'une situation où on avait des dépenses de fonctionnement très très faibles sur les années d'avant, principalement parce qu'on avait des charges de personnel très très faibles. Alors, l'idée, c'est pas d'avoir les charges de personnel les plus hautes possibles, mais c'est d'avoir les justes charges, c'est-à-dire par rapport aux missions qui sont confiées et aux services publics qu'on a l'obligation d'assurer. C'est-à-dire que si vous avez qu'un agent à la mairie, c'est sûr que l'amplitude horaire va être dure à couvrir, le service rendu aux citoyens ne sera peut-être pas le bon. Donc le choix avait été fait sur les dernières années de remobiliser un peu les équipes, de restaffer les équipes et de professionnaliser aussi les équipes. Et on le voit déjà dès cette année, puisqu'on est à un effectif qui est correct pour la taille de la commune, mais qui reste faible. La plupart des communes ont environ 50% de leur coût de fonctionnement qui est du personnel. Nous, on est à 38. Et malgré ce 38, on arrive à dégazer des missions à forte valeur ajoutée qui sont la recherche de subventions d'investissement. Et il y a un travail monstrueux qui a été fait et qui va continuer à être fait parce que on est dans des méandres administratives. Quand on a reçu les gens de la région ou du pôle territorial, eux, ils vivent dans ces méandres, donc ils les connaissent par cœur. Mais c'est vrai que quand vous n'avez pas l'habitude, on est assez vite largué. Souvent, une subvention est conditionnée à une autre. Ou alors, si vous faites ça, oui, mais attention, il faut que vous fassiez ça et que vous demandiez ça. C'est très compliqué. On a été un peu même découragé au départ, à se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller chercher des morceaux 5 000, 10 000. Et puis, finalement, on a un ou deux agents qui s'y sont mis, à cœur vaillant, et qui ont bien réussi, parce que du coup, ils ont tout décortiqué, et on a tout demandé. Alors, en demandant tout, on n'aura sans doute pas tout, mais ce qui est sûr, c'est que si on ne demande rien, on n'aura rien. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le budget 2023, il tient compte de ça. Il tient compte d'un risque, c'est qu'on ne maîtrise pas les subventions qu'on aura. Donc, on a pris une hypothèse assez défaitiste, en étant quasiment sûr d'avoir une bonne nouvelle, plutôt que l'inverse. Donc cette courbe, l'effet de pincement qu'on voyait tout à l'heure, l'effet ciseau, alors, on est à un effet de pincement, c'est-à-dire que les deux courbes se rapprochent. L'effet ciseau, c'est trop tard. C'est quand les deux courbes se sont croisées, c'est fini. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'emprunter pour fonctionner. Ce qui est, en gros, c'est que vous êtes sous tutelle, quoi. Donc on n'en est pas là. Par contre, à nous d'aller contenir nos coûts et aller chercher des recettes. C'est ça qu'on va commencer à faire cette année, et les années précédentes vont nous aider à le faire, et tant mieux. Voilà. Donc, vous verrez, il y a une courbe qui paraît très inquiétante, qui est la capacité d'autofinancement net, qui baisse, mais en fait, elle revient à un niveau normal, c'est qu'on en avait beaucoup trop. Quand vous avez peu de dépenses et des recettes en hausse, même légères, on avait quasiment un an d'avance en termes de fonctionnement. Ce qui n'est pas logique pour une commune, parce que des finances publiques ne sont pas là, sur votre maison, sur votre foyer, si vous arrivez à avoir un an d'avance, c'est très bien. Mais au niveau des services publics, vous n'avez limite pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que vous mettez de l'argent de côté au détriment du service. Donc l'argent public n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour boursicoter avec l'argent public, surtout qu'on n'a pas le droit. Donc il n'est pas là non plus pour être dépensé bêtement, mais il est là pour être justement dépensé.
Et enfin, donc, la section d'investissement, ben, vous verrez, vous avez un focus sur les 5 dernières années où on voit qu'on a des grosses années de dépenses. Hein, c'est notamment les dépenses faites sur cette salle, sur la mairie, en bas, la cantine, le bâtiment périscolaire, etc. Bon, c'est des dépenses qui avaient été budgétées à l'époque, donc il n'y a pas de souci. On a par contre 2020-2021, crise sanitaire, je pense que ça a mis un coup de frein aussi à pas mal de projets, hein, un peu partout. Donc, heureusement aujourd'hui, finalement, qu'on a eu cette période raisonnable, parce que ça va nous permettre de nous relancer. Voilà. Oui, oui. Juste, oui, alors, parce qu'effectivement, en fait, c'est un travail de vase communicant. Si on met un peu plus le paquet sur le fonctionnement, et c'est ce qui s'est passé les dernières années, forcément, puisque les actions, de toute façon, elles sont faites, soit elles sont dans le fonctionnement, soit elles sont dans l'investissement. C'est important ce dont tu parlais par rapport en effet aux charges de personnel, mais il ne faut pas oublier que le fonctionnement englobe aussi de nombreuses actions qui sont portées par l'équipe communale. Je pense notamment aux festivités, ça a un coût, ce n'est pas de l'investissement, c'est bien communal et c'est du fonctionnement. La réparation des routes, à partir du moment où c'était de la petite réparation, c'est pas de l'investissement, c'est dans le fonctionnement. Donc ça aussi, ça a gonflé. Évidemment, toutes les mises aux normes des salles de l'école, on s'est quand même rendu compte qu'à l'école, si un enfant mettait le doigt dans la prise, il y restait puisque c'était pas aux normes électriques. Ça paraît quand même fou, mais c'est à l'image de tout ce qu'on a dû remettre aussi aux normes. C'est du travail caché, mais c'est du travail nécessaire. En tout cas, il nous apparaissait nécessaire et honnête d'abord d'avoir des infrastructures à minima aux normes, sinon c'est un peu difficile à notre tour d'imposer certaines normes aux autres, notamment aux personnes faisant des demandes en mairie, si nous-mêmes nous n'étions pas irréprochables. Évidemment, tous les abonnements, toute la gestion quotidienne, mais j'insiste, c'est aussi dans l'application d'une certaine politique que le fonctionnement a augmenté. Mais c'est un choix. Quand on dit qu'on veut faire rayonner le village, qu'on veut faire des festivités, etc., il faut aussi mettre une somme en face. On a été là aussi raisonnable, mais cette année s'est posé la question. On s'est dit que sur le projet, sur le budget fonctionnement, c'était peut-être pas la peine de tout de suite toucher à ça, parce que c'est une des pierres angulaires du projet. C'est quand même de rendre ce village vivant, d'une façon ou d'une autre. Et ça fonctionne très bien. Enfin, on peut encore revenir sur les garonnades et autres. On le sent bien qu'il y a cette volonté d'animation et ça a rencontré son public, donc il faut le maintenir. Mais voilà aussi d'où vient ce fonctionnement un peu plus important. C'était aussi parce que si on appelait ce village un village en friche, entre guillemets, ça voulait dire qu'il y avait du défrichage à faire avant même de pouvoir projeter des projets ambitieux sur ce terrain une fois défriché. Voilà. Ah, c'est vrai. Ah oui, ça y est. Bon, oui, mais est-ce qu'il y a des questions? Il faut que je réponde aux questions ou aux remarques du conseil municipal avant, en effet, de proposer de nommer un président de séance dans une absence. Est-ce qu'il y a des questions autour de ce budget, ce bilan 2022? Pas de questions. Très bien. Alors, qui veut être le président de séance? Je propose peut-être que ce soit l'adjoint, hein, puisqu'il est ici. Très bien. Eh bien, nous allons nommer donc M. Maxime Arondel pour le vote, et je m'absente. Tout est en vert. Tu nous verras, tout est en vert. Bien, je vous propose donc au conseil municipal de 1 prendre acte du retrait de Madame la maire pendant le débat, puis le vote ayant trait à la présente affaire, de valider les résultats définitifs de l'année 2022 du budget principal à travers le compte administratif tel qu'exposé dans les tableaux précédents et résumé ci-dessous, alors que moi je vois, que vous pourrez voir. Donc, résultat de la section de fonctionnement, dépenses 1 066 808,11 €, recettes 1 245 532,32 €, soit un excédent pour l'exercice en question de 178 724 000,21 €, cumulé aux 593 528,45 € des années précédentes, amène un excédent global pour la section à fin 2022 de 772 252,69
377 948,51 euros, des recettes de 289 079,79 euros, soit un résultat en déficit pour l'exercice de 88 868,72 euros. Ajouté au cumul des résultats des années précédentes qui étaient excédentaires pour 259 271,94 euros, amène un solde de la section à fin 2022 en excédent de 170 403,22 euros. Le résultat annuel total des sections confondues est de 89 855,49 euros, donc en excédent. Le cumul des résultats précédents est de 852 800,39 euros en excédent, soit un résultat excédentaire de clôture définitif à 942 655,88 euros. Je vous propose aussi de constater et valider que l'ensemble des écritures comptables de réalisation est conforme au résultat du compte de gestion du trésorier, chapitre par chapitre pour chaque section. D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-avant et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Donc, y a-t-il des abstentions? Des commentaires? Ah oui. Ah oui. Qui est contre, pardon? 2. Et qui est pour le reste? Très bien, merci. On peut lui demander de revenir? Oui, c'est bon, ça y est, pas l'instant. J'ai raté mon entrée. Donc je vous informe que le budget 2022 a été voté. Merci. C'est parti, on enchaîne. Ah ben là, on va faire l'affectation des résultats. Parfait. Alors, affaire numéro 7, affectation des résultats du compte administratif principal 2022 au futur budget primitif principal 2023. Monsieur Larambert. Bon, ben, on vient d'en parler, c'est très répétitif tout ça, mais ce qu'il faut retenir, important, c'est l'affectation des résultats donc, 2022, à fin 2022, pour le budget 2023. Je viens de vous l'énoncer, hein, le résultat de clôture définitif, 942 655,58 euros, réparti comme suit, à savoir un excédent de 772 252 euros de fonctionnement et un excédent de 170 403 euros en investissement. Donc je vous propose d'affecter ces excédents, chacun dans leur section, pour cette année 2023. Est-ce qu'il y a des remarques? C'est un mouvement comptable. Ça va pour tout le monde? Très bien. Donc la proposition soumise au conseil municipal est, bien comme vient de le dire l'adjoint, d'affecter au budget primitif 2023 les résultats excédentaires des sections fonctionnement et investissement tels que répertoriés dans le tableau. Est-ce que je répète encore les résultats ou c'est bon? Je crois que ça a été dit. Ah ouais, bon. Oui, c'est ça. Est-ce que vous les connaissez par cœur maintenant? Bien et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? 2 personnes contre. Et qui est pour? Le reste. C'est donc adopté à la majorité. Merci à tous. Affaire numéro 9, présentation et vote du budget primitif principal 2023 de la commune. Alors, comment? Il y a encore autre chose. Oh là 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 là, on est vraiment jaune. Et oui, on a oublié. Enfin, j'ai oublié, pardon, j'ai sauté une page. Non, attends. C'est ça. D'accord. Ah ben oui, les impôts, plus important. Très bien, excusez-moi. Je prends le train, on dirait aujourd'hui. Affaire numéro 8, fixation des taux communaux 2023 des impôts locaux perçus par la commune. Oui, pardon, excusez-moi. On a évoqué le sujet tout à l'heure rapidement, mais
les taux communaux, les bases fiscales d'une commune sont multiples. Elles sont soit fixées par l'État, soit une partie fixée par l'État, une partie fixée par la commune. Donc quand je vous dis que la part communale, nous, la volonté des élus était de ne pas la bouger, ça ne veut pas dire que la taxe d'habitation, la taxe foncière ne bougera pas, puisqu'il y a une part de l'État qui, elle, bouge de 7,1% au titre de 2023. Mais à notre humble niveau, nous avons décidé de ne pas bouger celle de la commune. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de maintenir la partie pour la foncière non bâtie à 50,93% et pour la foncière bâtie à 43,23%, inchangé par rapport à 2022. Oui, et petit ajout qui est juste réglementaire, il apparaîtra sur la délibération. C'est-à-dire sur la délibération, on rajoute aussi la taxe d'habitation, même si elle n'est plus perçue par les communes, elle est toujours valable pour les résidences secondaires, si je ne dis pas de bêtises, et les logements vacants, qui sont considérés effectivement pas comme des résidences principales en tout cas. Et donc le taux est donc de conserver le taux communal, qui est donc de taxe d'habitation 15,85%. Voilà. Oui, ça c'est important parce qu'on s'en est rendu compte au dernier moment. C'est vrai que la taxe d'habitation, on a tendance à l'oublier puisqu'elle disparaît. Sauf que si on ne la met pas pour les logements vacants et les résidences secondaires, on ne la touchera pas. Donc c'est pour ça que le document a été modifié un peu en dernière minute, pour ne pas se priver d'une recette qui doit tomber naturellement. Mais si on ne la vote pas, on ne pourra pas la toucher. Est-ce qu'il y a des remarques autour de la taxation? C'est important en plus parce qu'il va falloir beaucoup communiquer sur ça. C'est un choix clair et de la part du conseil municipal. Mais il se trouve qu'on a appris que par contre la part de l'État, lui a l'intention de valoriser sa part. Donc les cambais ne vont pas comprendre entre l'annonce de la commune qui dit non mais nous on ne touche pas aux impôts, et puis l'État qui passe derrière et qui lui par contre montrera bien sa part. Donc c'est important de le savoir, on communiquera beaucoup. Mais voilà, on trouve que justement ça fait beaucoup, la période est difficile. Si on peut continuer d'être ambitieux sans toucher à l'impôt, eh ben, pourquoi s'en priver? Voilà. Question? Non? Alors, oui, c'est là. Donc, les propositions soumises au conseil municipal sont de conserver les taux d'imposition. Je suis fatiguée. Je recommence. De conserver les taux d'imposition actés par la délibération du 9 juillet 2020, fixant notamment la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 50,93%, la taxe foncière sur les propriétés bâties à 43,23%, l'autre qui est partie, la taxe d'habitation à 15,85%, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? À l'unanimité. Merci à tous. Donc là, c'était l'affaire vite, on est bien d'accord. L'affaire met en œuvre. Bon. Présentation et vote du budget primitif principal 2023 de la commune. Alors, c'est vraiment... Il faut bien se rendre compte qu'on appelle ça budget, et pourtant c'est juste un document de prévision et d'autorisation. C'est important de se dire ça. Ce qu'on a voté réellement, qui est un budget selon le commun des mortels, c'est bien ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant. Ce sont des chiffres, c'est réalisé, c'est le réel, c'est ce qui a été réellement dépensé et, voilà, et encaissé par la commune. Ce qu'on va vous présenter là, qu'on appelle budget primitif, est en fait un document de prévision. Effectivement, on prévoit des sommes, on prévoit des projets, et on y met des sommes, justement. Et pourquoi on présente ce budget primitif? Pourquoi le conseil est amené à délibérer? Parce qu'en autorisant ce budget, on autorise en tout cas la maire, les services, à travailler cette année sur ce projet-là. Évidemment, et là je laisserai l'adjoint présenter ce budget, c'est un budget qui est tellement ambitieux qu'il a intérêt à être particulièrement piloté, parce que, et c'est pour ça qu'on se dit qu'il peut aussi durer sur 2 ans, parce que tout simplement, tous les projets, surtout les plus ambitieux, n'avanceront que si nous avons l'autorisation sur les subventions.
C'est-à-dire que c'est un accord de subvention qui débloquera petit à petit certains projets. Certains, on a travaillé sur une priorisation des projets, ne sortiront que si les premiers sortent et sont officiellement subventionnables. Donc c'est pour ça que c'est un pilotage vraiment au mois près, aussi bien sur le fonctionnement que sur l'investissement, et qu'il se peut que sur l'année prochaine, et c'est pas une surprise parce que ça se passe de toute façon de manière assez récurrente, que l'année prochaine, sur le prochain budget primitif, on retrouve des projets qui étaient mis cette année, parce que tout simplement on a estimé que c'était beaucoup trop d'argent sorti d'un coup cette année et qu'il n'y avait pas les subventions qui accompagnaient ces dépenses. Voilà, c'est schématiquement comme ça que ça va se passer, c'est-à-dire que si tout va bien, et ce serait idéal, que les chantiers sortent de terre rapidement, ça, même pour nous justement, le gouvernement en tête, c'est très rare qu'un chantier commence et démarre aux dates annoncées, mais si tout se passe très bien, et je peux saluer aussi les préparations notamment du maître d'œuvre autour des bâtiments et aussi le maître d'œuvre sur les voiries, si tout se passe bien, on pourra avancer le plus possible sur cette programmation. Sinon, elle coulera sur l'année prochaine avec effectivement l'ajout des projets sur lesquels il n'y a que des études. Donc les études, par exemple, en effet, tu parlais de l'Estey. L'Estey est une vraie préoccupation. En effet, on a des berges, certaines sont empierrées, d'autres ne le sont pas. Il y a un éboulement qui est très préoccupant au niveau du quartier du Moulin de la Roque parce que ça soutient une voirie et que là, c'est la voirie qui est en train de partir dans l'Estey. Et que là, quand on commence à faire venir les services compétents, notamment le CIETRA, qui est responsable de la gestion des cours d'eau, qui nous dit mais il faut arrêter en fait ces erreurs du passé qui sont l'empierrement, etc. Et plutôt reconstituer des berges, donc en élargissant justement les berges et donc en provoquant la récidive qui peut les maintenir. Pour ce qui est du parking derrière la mairie, on dit le parking de la mairie, mais on essaye de changer son nom parce que c'est pas le parking attribué à la mairie, c'est juste le parking derrière la mairie. Il y a un vrai sujet parce que, encore une fois, on est en bord de cours d'eau, et qu'en bord de cours d'eau, il faut se poser la question, un parking en bord de cours d'eau avec la gestion notamment des hydrocarbures, ça devient évidemment problématique. Donc ça mérite une étude, ce parking va être vu vraiment plutôt comme un espace utile, je ne sais pas comment dire, plusieurs usages. Ça fera en tout cas l'objet d'une étude et surtout ça fera l'objet de concertations avec les riverains parce qu'il faut à tout prix qu'on soit sûr de ce qu'on va faire sur cet espace qui est contraint et qui est vulnérable du fait du cours d'eau. Donc voilà, et donc ces études-là mettent du temps. On préfère mettre l'étude cette année pour être sûr que si tout est prêt, ça démarrera l'année prochaine. Mais voilà, pour ne pas avoir de cassure en fait entre tous ces projets. Voilà, je laisse monsieur l'adjoint en finance présenter tout ça. Alors, pour 2023, toujours, on va commencer par le fonctionnement parce que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Mais par contre, c'est ce qui fait que la commune vit au quotidien. Donc, le budget de dépenses de fonctionnement pour 2023 est de 1 252 832 € contre 1 024 000 l'année dernière. Alors pourquoi on a en gros 220 000 € de plus ? C'est principalement sur les charges à caractère général, notamment liées à l'augmentation de tout un tas de consommables, de fluides, d'énergie, etc. Alors c'est des prévisions, on est sans doute un peu trop fort, mais encore une fois le budget a été construit de telle manière qu'on a considéré plutôt des mauvaises nouvelles en dépenses, mais aussi des mauvaises nouvelles en recettes. En se disant que si on avait beaucoup de chance, on n'aurait que des bonnes nouvelles, mais sinon les mauvaises pourraient être contrecarrées par quelques bonnes. Donc c'est un budget qui est ambitieux, mais un peu pessimiste. On pense qu'on va être meilleur que ça. Voilà, on est quasiment sûr. Des charges de personnel ont très peu bougé. On a pris des hypothèses très raisonnables d'augmentation de personnel, mais simplement de l'augmentation liée à la technicité ou à l'ancienneté des personnels, ou à la valeur du point des fonctionnaires, qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, mais on a pris une hypothèse aux alentours de 4-5% d'inflation sur ce point-là. Et pas d'embauche. Voilà. L'embauche a été faite, c'est-à-dire que le départ de l'ancienne agent de la mairie a été renouvelé en début d'année par une nouvelle personne. Donc c'est principalement tout ce qui est charges courantes et consommables qui est très marqué sur 2023 par rapport à 2022.
Au niveau des recettes de fonctionnement, 2023, on a tablé sur 1 287 000 € par rapport à 1 224 000 l'année dernière. Donc on est sur une quasi-stabilité. On a une certitude, par contre, c'est que les recettes, la dotation générale de l'État est supérieure de à peu près 50 ou 60 000 €, d'où cet écart, et ça on en est sûr. D'accord ? Ce qui fait qu'on a un budget de fonctionnement qui est cohérent par rapport à l'année dernière, si ce n'est certaines hausses de coûts qui sont incontrôlées par la commune et suivies. Voilà. Maintenant, la partie qui nous intéresse, parce que c'est la partie visible quelque part du budget, c'est la section investissement, avec des dépenses conséquentes prévues, qui sont aux alentours de 1 159 000 € par rapport à 2022, qui était de 378 000 €. On avait quand même mis au budget 700 et quelques mille. Il y avait un peu plus de 700 000 € de mis, pour 380 de réalisés. Vous voyez bien que cette année, on est ambitieux, on est à 1 160 000. Si on arrive à en faire la moitié, ce sera très bien. Et c'est pour ça que Madame le maire disait, on est sans doute sur un budget d'investissement, ou des projets d'investissement de 18 à 24 mois, et non pas 12. Parce qu'on sait que les demandes de subventions, ça prend du temps, etc. Et puis on ne peut pas couvrir plusieurs lièvres en même temps. On a des gros sujets. Les sujets prioritaires seront un gros projet voirie, un gros projet bâtiment, pour aller chercher des recettes. La section d'investissement a aussi des recettes, le TVA, subventions, etc. On a été très pessimiste sur les subventions. On n'a mis même pas 80 000 € de subventions perçues, alors qu'on a un potentiel de peut-être 500 000 €. Voilà. Voire même plus. Voire 800. Voilà. Donc on sait que le 800 est inatteignable, le 80 est forcément dépassable. Ça a été construit comme ça. Donc on a un budget qui s'équilibre par des jeux d'écriture comptable de virement d'une section à une autre, mais ça c'est plutôt administratif. Par contre, ce qui est très intéressant, et c'est sans doute ça que les Cambais veulent savoir, c'est ce budget d'investissement, il va être dépensé comment. Donc on a des crédits à rembourser. Ça, on n'a pas le choix. Pour un peu moins de 60 000 € tous les ans. Ah pardon, c'était un peu moins de 65 000 dans ma tête. Ah oui. C'est ce que j'ai dit. Pour 64 689, si vous voulez tout savoir. On a des équipements à renouveler au niveau de la restauration scolaire, notamment des gros appareils, des lave-vaisselle, etc. Aujourd'hui, ils font un petit peu avec de l'huile de coude, mais c'est pas idéal. Donc on a quand même pas mal de choses à renouveler pour 19 000 €. Tout ça, c'est des montants TTC. On a la restructuration de la salle Brémontier, parce que tout à l'heure, on parlait de la salle Bellevue, avec un potentiel de recettes pour la commune, avec de la location, essayer de monter en gamme, etc. Mais il faut, si cette salle est très utilisée, il faut qu'on puisse en proposer une deuxième, peut-être plus restreinte ou plus confidentielle, qui serait la salle Brémontier, qu'on pourrait proposer pour des événements moins grandioses ou à plus faible coût. Par contre, ça veut dire qu'il faut y travailler dans cette salle. Alors c'est un projet sur plusieurs années parce que c'est quand même pas anodin. Il y a une problématique d'embellissement à l'intérieur, etc., d'agrément, mais il y a aussi une problématique d'accès parce que c'est pas simple. Elle est un peu encaissée, elle est en cul-de-sac. Donc on se dit qu'on fait un premier jet sur cette salle Brémontier, mais on ne fait pas tout parce que c'est cher et que probablement le retour sur investissement sera beaucoup plus long. Donc on va voir si en faisant un premier jet, ça ne suffit pas. Voilà. Sur la salle Brémontier, effectivement, c'est qu'une première partie qui sera l'intérieur de la salle. Ce qui est important sur cette salle, effectivement, c'est qu'on se dit qu'il faut une petite sœur à la salle Bellevue, tout simplement, mais aussi parce qu'on ambitionne, notamment avec les élus, donc à l'attractivité du territoire et donc à la jeunesse, d'utiliser cette salle pour essayer de... Sur l'exemple du cirque qui intervient dans l'école, dans cette salle, de peut-être faire un peu, d'aller chercher des associations dans le territoire et de pouvoir proposer un vrai planning de loisirs pour les enfants à destination de la jeunesse pendant
le moment périscolaire, en tout cas après l'école, et puis pourquoi pas après à destination aussi des adultes, si on a des cours adultes de yoga ou j'en sais rien, ou pourquoi pas de taekwondo, même pour les adultes, je ne sais pas quoi. Enfin, bref, cette salle peut être effectivement un tremplin pour ce qu'on pourrait appeler une politique jeunesse qui peine un peu dans notre commune, puisqu'on n'a pas pléthore d'associations autour du loisir sportif, etc. Donc autant leur proposer en tout cas d'avoir un lieu où pouvoir prodiguer ces cours à nos petits cambons. Donc ce sera dans un second temps, mais déjà refaire l'intérieur, ça servira aussi à notre école qui, de toute façon, ça fait un bout de temps que nos institutrices nous disent que les enfants la motricité sur du carrelage, c'est pas idéal. Donc ça bénéficiera aussi dans un premier temps à l'école, et puis pourquoi pas à certaines activités, on ira progressivement tant qu'on n'aura pas réglé le problème de l'accessibilité de la salle. Merci. En complément, donc, il y a le PLU qui est en cours, qui est un outil très important, mais qui a un coût, qui est un peu plus de 40 000 €. Le schéma directeur des eaux pluviales, qui a un coût de 40 000 € aussi. Alors, est-ce que tout sera dépensé? Certainement pas. Mais on budgète le maxi pour être sûr d'être recouvert en cas de mauvaise nouvelle. L'éclairage public, 47 000 €. L'étude des berges de l'Estey, dont Stéphane en a parlé tout à l'heure. Là, par exemple, c'est une ligne qui est ouverte à 15 000 €, mais on sait que l'étude, elle est moins chère que ça. Le chemin des Égaduis, 90 000 €. Une ligne voirie à 5 000 €. Alors pourquoi? Ça peut paraître bizarre, 5 000 € en voirie, vous faites rien. Vous touchez un pont, même pas. Mais le tout, c'est d'avoir une ligne ouverte avec un montant. On aurait pu mettre 1 €. Si vous n'avez pas de ligne ouverte, vous ne pouvez rien faire. Donc, ce que disait Madame le maire tout à l'heure, l'important dans ce budget, c'est de prévoir des dépenses avec certains buts, de donner une raison à la dépense. Comme ça, le jour où vous en avez vraiment une, vous pouvez le faire en réaffectant des budgets d'une ligne à une autre. C'est vraiment un schéma de conduite, en fait, un schéma directeur. Après, les budgets, on sait très bien que c'est plus, c'est moins, c'est pas grave, on peut faire des virements, on peut réadapter tout au long de l'année. Le tout, c'est de le prévoir. Si c'est pas prévu, par contre, vous ne pourrez pas le faire. La sécurisation de Baragne, alors c'est les gros travaux de voirie cette année. C'est tout ce qui va sur la route en direction de Saint-Caprais. Un très gros chantier à environ 360 000 €. C'est le gros morceau en termes de voirie. Et qui est prioritaire parce qu'il y a... la route, elle est vraiment dans un sale état. Elle s'effondre des deux côtés. Et on a une problématique en plus sécuritaire importante parce qu'on a énormément d'enfants qui vont prendre le car pour le lycée ou pour même aller sur Bordeaux. À l'arrêt de bus qui est au bout, là, tout au bout de Cambes. Et donc on prévoit de refaire complètement cette voirie en intégrant un cheminement piéton sécurisé pour notamment l'accessibilité au transport en commun. Oui. Alors là, c'est un projet qui traîne déjà depuis 2 ans. Parce que d'abord, c'est une somme et qu'on se pose toujours la question, est-ce qu'on ne peut pas faire moins cher? Donc il y a eu beaucoup de solutions techniques envisagées. Mais ce sont les prix, effectivement. Il y a aussi une gestion de l'eau, etc. Il y a une protection justement pour le passage des piétons et des vélos. Je fais une petite dédicace au papa qui m'a appelé, au riverain, à l'administré qui m'a appelé aujourd'hui et qui était outré qu'on ne touche toujours pas à cette rue Baragne, qui était prêt à porter plainte contre la commune parce que c'est pas possible de laisser ça comme ça. Donc voilà, monsieur, vous voyez, comme je vous l'avais dit, c'est bien au budget, c'est difficile, c'est un gros chantier. C'est peut-être pas le plus, c'est peut-être pas ce dont les Cambais parleront quand ils partiront à l'étranger. Vous savez, chez moi à Cambes, il y a une magnifique rue. Mais il n'empêche que peut-être que tout le monde sera ravi de savoir qu'il y a des rues, comme à d'autres endroits, qui sont sécurisées pour les enfants. On a eu quelques cas, d'ailleurs ça fait partie des dépenses de fonctionnement, quelques cas d'enfants qui étaient obligés de marcher notamment sur la D10 pour rejoindre leur arrêt de bus. Il a fallu travailler notamment sur des poteaux pour empêcher les voitures de se garer sur les trottoirs et laisser les enfants marcher jusqu'à leur arrêt de bus sur un trottoir. C'est même un peu fou qu'en pleine nuit, un enfant marche sur une départementale, vous imaginez un petit peu. Et il y a eu plusieurs cas comme ça sur la commune, donc ça fait partie des urgences à traiter. Malheureusement, ou heureusement pour Baragne, ça ne peut pas être juste mettre des poteaux comme on a pu le faire ailleurs. Là, c'est un réel investissement, un investissement important.
Je passe aussi un petit coucou au foyer Marie-Calais qui nous a aussi fait cette remarque parce que cet axe, c'est un axe d'autonomie aussi pour leurs résidents. C'est par cet axe-là qu'ils partent à 5 après, vers leurs activités, etc. Donc là aussi, je sais qu'ils sont aussi en attente de cette sécurité de cheminement. Voilà. Alors un peu plus terre à terre, peut-être tout ce qui est fourniture de matériel pour les services techniques. Stéphane parlait tout à l'heure d'un tractopelle. Alors si vous connaissez quelqu'un qui miraculeusement vend un tractopelle à moins de 15 000 € des preneurs, mais bon, ça va être la mission suicide un peu de l'année, ce tractopelle. Bon, on a prévu une ligne budgétaire pour l'achat de matériel parce que le matériel s'use naturellement, hein, il faut le renouveler. On a du matériel pour l'école. Je crois que c'est des rétroprojecteurs, des tables, des choses comme ça, mais aussi pour les festivités. Les festivités, notamment les garonnades avec l'achat de nouvelles tables beaucoup plus légères, j'espère. On garde les anciennes. Mais on garde les anciennes. Mais c'est pour pouvoir accueillir encore plus de monde, dans de meilleures conditions. Pas trop, pas trop. Avec des élus avec moins de mal au bras à la fin de la soirée. Non, mais c'est vrai qu'on est sur du matériel vieillissant, il faut le renouveler. Donc, voilà. C'est pas ce qui coûte le plus cher, hein. C'est un budget global pour les festivités, tout compris, de moins de 5 000 € de matériel. Et une sono, oui, pour aussi permettre aux gens de danser. Alors, on en parlait tout à l'heure, diagnostic et toiture potentiellement de l'église, c'est pas neutre, hein, c'est 38 000 € budgétés, dont quasiment plus de la moitié de diagnostic. D'accord ? C'est des coûts très élevés dès qu'on touche à de la pierre multiséculaire, comme on dit. Donc, et ça, on a une obligation là-dessus vis-à-vis des bâtiments de France. Après, là justement, ça fait partie des projets qui, sur le diagnostic, ça nous a imposé par la DRAC notamment, par les services de l'État. Mais le bon côté, c'est que par contre, ils subventionnent. Évidemment, quand on nous impose, il faut subventionner. Donc si je ne dis pas de bêtises, on était sur un diagnostic à 10 000, ou 10 000, mais un subventionnement qui ferait qu'il y aurait un reste à charge de 2 000. Donc au final, pour que finalement un architecte du patrimoine nous dise... Alors, pour la petite histoire, en fait, c'est parce qu'on voulait nous-mêmes nettoyer un peu les façades, ça a fait rire certaines, je crois, au Karcher, la pierre, n'est-ce pas? Je me souviens de votre remarque sur notre dernière réunion publique. Donc, on a fait venir alors, au début, l'ABF qui nous a dit c'est pas moi qui suis compétent, c'est effectivement l'architecte du patrimoine. L'architecte du patrimoine nous a dit non, non, on ne fait pas ça sur la pierre, évidemment, madame la maire. Non, on ne grimpe pas pour enlever comme ça la végétation comme on veut. Il faut faire attention au bâtiment. C'est aussi une œuvre d'art, en tout cas, c'est un élément important. Donc, vous ne pouvez y toucher qu'après diagnostic des façades. Voilà comment, petit à petit, en cheminant, on s'est rendu compte qu'effectivement, tout a une réglementation. Et que nous serons donc obligés de passer par ce diagnostic qui donne droit aussi, après, à des subventions pour les travaux. C'est-à-dire qu'en plus, en passant par ce cheminement-là, il y a de fortes chances pour qu'on nous accompagne aussi en subvention pour d'éventuels travaux derrière. À la grâce de Dieu. Donc, les fameux potentiels travaux de réhabilitation de systèmes de chauffage climatisation de Bellevue, hein, qui sont inscrits au budget, encore une fois, qui ne seront sans doute pas de ce montant-là, parce qu'on va d'abord faire le diagnostic, mais encore une fois, il faut ouvrir une ligne budgétaire pour pouvoir commencer à réfléchir au sujet. Donc le diagnostic, lui, il est de l'ordre de 1600 et quelques euros, en général. C'est la première dépense nécessaire et préalable pour pouvoir avoir une bonne idée et faire les bons travaux derrière. Éventuellement. Enfin, on a des petits travaux liés à la mairie. Alors ils sont multiples. Il y a un petit remodelage des 2 petits pans de toiture devant, parce que notamment on a des obligations vis-à-vis de l'archivage communal qui aujourd'hui n'est pas stocké dans des bonnes conditions d'archivage, donc on va devoir le rapatrier à cet endroit-là. Et comme il y a quelques petites infiltrations, si on doit ramener des papiers obligatoires et importants d'archives dans un document pour les détruire, ça n'a aucun intérêt. Donc, mais ça, on est sur des travaux légers, on est sur moins de 9 000 € de toiture. On a l'étude, donc l'étude du parking, qui n'est pas qu'un parking, derrière la mairie. Et donc l'étude
du stockage de ces archives. C'est-à-dire une fois qu'on a refait la toiture et sécurisé la pièce, comment on rayonne, le rayonnage pour stocker ces archives. Ça, c'est une obligation légale de la commune. On a ensuite la partie bâtiment, dont on parlait tout à l'heure, le plan bâtiment, pour aller chercher des recettes, qui pèsent à peu près autant que Baragne. C'est pour ça que je vous avais dit que cette année, on a 2 gros sujets. Baragne, 360 000 €. Le plan bâtiment, 355 000 €. On est sur du maximum. D'accord ? C'est vraiment, si on faisait tout avec des prix forts, on sait très bien que c'est trop, très major. Hors subvention. D'accord ? Là aussi, on est potentiellement sur des subventions conséquentes, puisqu'on touche à la revitalisation du commerce en zone rurale. Et là, les subventions, c'est un peu tous azimuts. Donc c'est le travail qui a été fait par les agents de taper à toutes les portes pour essayer d'avoir une ligne ouverte partout. Je sens que tu veux parler. Qui ? Ah, non, mais non, donc le plan bâtiment, il est double. On a un petit plan bâtiment pour un petit bâtiment qui est la Altonautique, qui est de l'ordre de 10-15 000 €. Là, on est sur une réflexion très légère, cosmétique, électrique, pour y accueillir potentiellement un commerce. Et on est sur le gros bâtiment qui est la perception, l'ancienne perception, là, à hauteur de 340 000 €, où on a demandé dans les plans, dans les prévisions à l'entrepreneur de potentiellement pouvoir le couper en 3 parties, 3 commerces, 3 activités, 3 services, mais ça veut aussi dire 3 compteurs électriques, 3 compteurs à eau, etc. Une rénovation de la façade par l'extérieur pour mise aux normes de bilan thermique du bâtiment. Par l'extérieur, pourquoi ? Parce qu'on conserve les mètres carrés à l'intérieur, et en même temps ça permet de relooker un peu une façade qui est très administrative, hall de régime on va dire aujourd'hui, mais c'est un bâtiment qui a le mérite d'être costaud. Mais par contre, si on peut l'embellir un peu par l'extérieur et améliorer l'efficacité thermique, là aussi, améliorer l'efficacité thermique, c'est pas un luxe, parce que ça vous ouvre plein de subventions possibles. Donc finalement, c'est peut-être en faisant du plus comme ça qu'on arrive à faire en sorte que le projet global soit moins cher. Et dans cette réhabilitation, on a même prévu tout l'espace voirie devant, avec du parking, de l'arrêt minute, etc. Parce que qui dit commerce ou service dit accessibilité. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite, donc des rampes d'accès pour les fauteuils roulants, les poussettes, etc. Ça, c'est une obligation légale, dès que vous êtes un établissement recevant du public. Mais par contre, c'est aussi le stationnement. Le stationnement, ça en fait partie. Si j'ai un service, mais que je ne peux pas y accéder, j'y vais pas. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est toutes les dépenses. Et effectivement, ce qu'il faut voir d'abord, et tu l'as dit dès le début, c'est du TTC. Donc pour une commune, du TTC, surtout en investissement, ça veut dire qu'en réalité, dans 2 ans, on aura récupéré la TVA. Donc ce qui va vraiment compter, c'est le hors-taxe de ces frais-là. Plus ou moins les subventions, le reste à réaliser est encore moins. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'effectivement, le subventionnement, je regardais, parce qu'on a un tableau récapitulatif de toutes les demandes de subventions sur tous ces projets, les bâtiments, si vous pouvez y prétendre entièrement, seraient subventionnés à 101%. En clair, on nous paierait même pour le faire. Et évidemment, c'est une règle, on ne peut pas prétendre à plus de 80% de subventionnement sur un projet. Donc en tout cas, sur les bâtiments, c'est là où on peut prétendre à énormément de subventions. Sur la voirie, par exemple, sur Baragne, je crois qu'on est vraiment beaucoup moins aidé. Et pourtant, on essaye de passer ça sur la sécurité autour des enfants, des écoles, voire même sur le fait que ce soit un accès vélo, parce que sur les plans vélo aussi, on a des aides au niveau du département. Donc disons que parfois, on contorsionne nos projets et nos argumentaires pour pouvoir prétendre à des subventions. Et je crois que pour Baragne, on arrive quand même à 115 000 € sur les 360 000. Et c'est vraiment en allant chercher beaucoup. Voilà. Mais la sécurité a un coût et ça fait partie des prérogatives d'une commune. Donc voilà, c'est à nous de supporter et d'assumer cette charge. Je te laisse passer par les recettes, mais j'en parle plus. Alors, les recettes, on a mis en investissement les recettes dont on était certain à ce jour. À savoir les recettes, les subventions liées au schéma directeur des eaux pluviales, c'est-à-dire que si on dépense les 40 000 €, on est sûr qu'on aura 26 000 € de recettes en place.
L'achat de matériel, services techniques, on a considéré qu'on pouvait aller chercher environ 50% des achats. C'est ce qu'on a voté là, l'ODAEC. Mais c'est le DAEC qu'on a mis tout à l'heure. Qui est d'office attribué. Ça c'est pareil, c'est une certitude. Les travaux de l'église diagnostic, on sait qu'on aura au minimum 5 900 € de subvention si on les fait, donc on les a inscrits. Et la réhabilitation de l'ancien trésor public, on a compté que 27 000 €, soit même pas 10% des dépenses engagées, alors que potentiellement c'est 100 ou 80. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on a été très pessimiste en termes de recettes, on est sûr de faire beaucoup mieux que ça. Et on est sûr qu'à la fin de l'année 2023, ce budget construit comme ça, avec la souplesse qu'il apporte, la multitude de projets qu'on peut avancer, décaler, eh ben on est sûr qu'on pourra aussi dégager de l'excédent et qu'on pourra continuer l'année prochaine ce qu'on a mis en place cette année. Oui, et puis pour être honnête, si on pensait évidemment sous-évaluer les subventions, mais c'est encore une histoire d'écriture budgétaire. Hein. C'est-à-dire que même sur le budget financement, on a souhaité montrer à la fin un équilibre. Donc pour faire un équilibre à la fin, eh ben, on joue sur ce qu'on va toucher en subvention, parce que le reste, là je te laisse un peu expliquer ce qu'on a mis en recette sur le tableau précédent, tu sais, tu as vraiment tout le descriptif. Il y a quand même un sujet important. On a pris le parti pris de mettre aux recettes d'investissement la vente de la galerie marchande. Donc peut-être, et que finalement, si elle ne se fait pas, bah, ce sera peut-être plus sur les subventions qu'on récupérera de l'argent. Tout simplement parce que là, nous avons réellement re-signé un contrat très restrictif auprès de ce porteur de projet, de ce signataire, donc de cet acquéreur qui avait donc signé avec l'ancienne mandature, qui nous a quand même beaucoup promené, avec qui on a voulu arrêter, mais qui nous a donc mis en procès parce que rupture des négociations. C'était un peu léger, mais malheureusement, le droit est plus de son côté. Je pense qu'on a eu l'occasion d'en parler souvent. Là, il a réellement signé un contrat qui l'oblige non seulement sur le contenu de ce bâtiment, c'est-à-dire avoir des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, ensuite en haut il aura son dojo, puisque c'était le projet, avec aussi une impossibilité de faire de la plus-value sur ce bâtiment pendant 10 ans, c'est-à-dire que si jamais ils vendent ce bâtiment, parce que c'était la crainte de la commune, c'est que rien ne soit fait, mais qu'il y ait une spéculation derrière, eh bien la plus-value serait reversée à la commune. Donc vous dire qu'il faut vraiment avoir envie de prendre ce projet et d'y croire. Il y a eu beaucoup d'autres contraintes, notamment l'obligation de déposer une DACT, c'est-à-dire une fin de travaux au bout de 18 mois, et toutes ces conditions ont quand même mené à ce que ce monsieur signe. Donc pour l'instant, on attend de voir, mais voilà, les élus ont proposé de mettre quand même cette ligne au budget. Alors, sachant que ce budget d'investissement n'a pas l'obligation d'être à l'équilibre entre les recettes et les dépenses, c'est juste une question de se dire j'ai un gâteau et je ne joue qu'avec ça, je ne vais pas aller fonctionner trop ailleurs. Le choix s'est posé, en fait, la question s'est posée. Est-ce qu'on met plus de subventions? Par contre, si on met plus de subventions, on va peut-être pas mettre ça. Au début, on met tout. Subventions et vente de la galerie marchande. Ce qui fait qu'on avait des hypothèses hyper optimistes. Il y a une deuxième hypothèse, c'est de rien mettre. Mais là, dans ces cas-là, on était obligé d'enlever des investissements, et ça ne nous plaisait pas parce que dans notre feuille de route, on a bien envie quand même de faire toutes ces choses. Et donc il fallait les inscrire en budget. Mais si on ne pouvait les inscrire que si on mettait tout ou partie quand même des recettes. Et donc on a fait le choix de partir sur le plus réaliste à ce jour, qui est de minorer les subventions, d'avoir des bonnes nouvelles en termes de subventions. Par contre, de considérer que pour le moment, ce monsieur, il semble tenir ses promesses. Donc la galerie, on la vendra. Et si c'est pas à lui, ce sera sans doute à quelqu'un d'autre, puisque de toute façon, ça se bouscule un peu au portillon pour la récupérer. Donc on ne prend pas trop de risques en mettant ça, puisqu'on sait qu'on la vendra. Au pire, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, mais on décalera les projets d'autant, et il n'y aura pas de risque là-dessus. Donc c'est un budget, encore une fois, qui n'a rien à voir en termes d'investissement avec les années d'avant, mais qui est ambitieux, mais qui est plus que raisonnable dans toute sa prise de risque. Voilà. Et la variable d'ajustement, et c'est le plus important, et ça rejoint l'histoire du début, le fameux trésor de guerre,
c'est que, effectivement, et c'est ça la variable d'ajustement, on a estimé qu'au maximum, dans le pire des cas, si on avait très peu de subventions, donc on avait quand même la vente de la galerie marchande, on irait chercher dans ce trésor de guerre 800 000 euros sur les 42 000. 42 000, ce qui laisserait un 142 000 dans ce compte. On a une galerie marchande d'avance. Et on a une galerie marchande d'avance, et surtout, déjà on n'ira jamais jusque-là, vraiment c'est au pire des cas. Et comme on vous l'a expliqué, c'est plutôt un travail de pilotage tout au long de l'année. Mais mieux que ça, c'est que, surtout, le plus important, c'est qu'on laisse en réserve le minimum autorisé, ou ce qui est en général accepté dans la gestion d'une commune, c'est d'avoir au moins une certaine somme, au cas où, imaginons, je ne sais plus, il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort, il faut qu'on puisse être autonome sur une petite somme, donc ce serait 90 jours, je crois, il faudrait qu'on soit... Oui, 90 jours. Qu'on puisse tenir 90 jours avec... On était à plus de 330 jours. Voilà. Donc on avait un gros bas de laine. 90 jours, ouais, ce que Rose dit, c'est important, c'est-à-dire que même si tout ça se passait comme c'est écrit sur la feuille, c'est-à-dire qu'on a vraiment perdu à tous les rounds, on a encore des ratios financiers solides pour ne pas avoir recours à l'emprunt sur les années d'après. Par contre, ça voudra dire qu'on a aussi fait toutes nos prévisions d'investissement et donc on va aller chercher des recettes supplémentaires. C'est pas neutre, hein, les recettes prévisionnelles pour la halte nautique et la perception, on est à presque 40-50 000 euros de recettes par an de loyer. Quand vous voyez que l'ensemble des crédits de la commune pèse 60 000 euros d'annuité, ça veut dire qu'on pourrait repartir sur un crédit d'1 million, 1,5 million pour les années à venir. C'est-à-dire que ça peut paraître anodin, 40 ou 50 000 euros de recettes sur 1,2 million. Ben non, 40 ou 50 000 euros de mensualité sur un crédit, regardez, calculez combien ça fait un gros crédit. Donc c'est ça qui va nous permettre de repartir sur une vitesse de croisière et de pouvoir se projeter sur d'autres travaux sur les années à venir. Est-ce qu'il y a des questions autour du budget? Oui. Est-ce que tu veux peut-être un micro parce que je Non, c'est pas la peine. Parle fort. Ouais, je vais essayer de parler fort. Première remarque, je suis un peu déstabilisé et un peu énervé par le terme de trésor de guerre, parce que tu nous as répété pendant 2 ou 3 ans qu'on ne pouvait rien faire parce qu'il n'y avait pas d'argent, et puis on a un trésor de guerre. Alors ça, j'hallucine un petit peu. Bon, je vais m'arrêter là, sinon après je vais m'énerver. Oui, mais attention, hein. Tous ces tableaux c'était transparent, hein. Vous les voyez, les excédents de fonctionnement de 500 000 euros. Encore une fois, ce qui était important, c'était le discours du trésorier sur ce sujet-là. Dire attention, c'est pas. Et rappelez-vous de M. Jean-Marie Darmian qui avait clairement dit c'est pas idéal votre situation en fait. Hein. Donc le discours du trésorier a changé, c'est ça? Non, l'année dernière déjà, vous vous souvenez? Moi, je reprends une remarque d'un de mes adjoints des affaires scolaires qui dit mais alors pourquoi vous dites qu'on n'a pas que ça va mal? Oui, ça va mal, elle a réexpliqué ça, le fait qu'effectivement nous étions dans un effet ciseau. Vous nous dites qu'on a 100 000 et pourtant ça va mal. Bien sûr, ça va mal, et reprenez l'exemple du foyer. Si à la fin il est obligé de fonctionner sur cette recette uniquement pour fonctionner, c'est qu'il y a un problème. Et c'est l'année 2022 aussi qui creuse beaucoup l'écart, puisque la période 21-22 a été très, très faible en investissement. Bon, on sait tous, ça a été une année particulière. Oui, effectivement, puisqu'on nous disait qu'on ne pouvait rien faire. Donc ça, c'était une remarque préliminaire. Ensuite, je suis très surpris du budget pour Baragne, parce que là, je pense qu'on va faire une magnifique voirie qu'il peut y avoir après entre les maisons dans la partie haut de camp. Et pour moi, c'est pas adapté. Voilà. Je pense qu'on est à la campagne, il faut faire quelque chose de à la campagne. Là, je pense que ce qui est prévu, c'est beaucoup d'aménagement de ville, et je pense que c'est pas adapté, sinon ce serait pas ce que pas du tout. Des potiers en bois. On a un linéaire qui est conséquent quand même. Et puis pour tout dire, le coût, je pense que le coût d'un mètre cube de goudron aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 2 ans. Certes, mais les prix retombent à la baisse, on parlait un peu plus tard que ce matin, c'est vraiment interview, ça. Donc je pense que le budget est trop important, ou alors c'est une décision à l'expliquer. Enfin, il y a quelque chose qui me surprend énormément, c'est qu'on a voté une subvention pour une sécurisation de l'accès à l'école il n'y a pas très longtemps.
et que je ne trouve pas dans ce tableau-là. Donc c'est-à-dire qu'on ne fait rien pour la sécurisation des enfants à l'école, c'est ça? Non, on a une subvention qui est pour l'étude. Oui. On a une étude, parce que tout ça c'est un projet global, c'est ce que disait Rose tout à l'heure, le parking de la mairie, c'est pas son vrai nom en fait. C'est que toute cette étude autour du secteur de la mairie, elle relie le quartier, elle relie le bâtiment de la mairie à l'école, parce que pour nous, ce parking mairie, en fait, c'est un lien, ça continue. Le parking haut de l'école, le parking bas de l'école, ça pourrait être la mairie, avec les stèles au milieu, donc tout ça c'est lié. Par contre, ça représente on a eu quelques idées de devis, notamment pour ce cheminement école, on ne l'oublie pas du tout, sauf que c'est des montants conséquents qui nécessitent de réfléchir le projet globalement entre le haut et le bas de ce secteur. C'est surtout qu'il y a au moins 3, pour l'instant c'est un puzzle, ça l'a toujours été. Il y a la montée de l'école avec sa dangerosité, le fait que ce soit étroit et qu'il n'y ait pas réellement un passage piéton aux normes en taille, plus mesure qui ne lague pas ses bambous, etc. On a fait venir le géomètre, on a vérifié, donc malheureusement les limites de propriété sont les bonnes. Donc maintenant il y a une tractation avec ces propriétaires pour qu'ils nous laissent un peu de place. Il ne faut pas croire en fait, on ne prend pas comme ça chez les gens comme on veut. Donc il faudrait idéalement élargir en fait cette route. Il y a aussi en effet la traversée, puisqu'on incite fortement les parents à se garer dans le centre-bourg. Donc il va y avoir des aménagements des parkings. Il va y avoir cette traversée qui pour l'instant est portée par un de nos agents publics, donc c'est pas le métier. Il n'est même pas habilité en réalité à arrêter les voitures. On l'a mis là de façon temporaire en essayant de trouver d'autres solutions. On a cherché un feu rouge. Ça a été monté vraiment tout un travail sur le carrefour, parce qu'effectivement c'est hautement technique, un carrefour, surtout sur un feu rouge de départemental, enfin sur un carrefour de départemental, et il se trouve que le département s'y oppose. Pourquoi? Parce que le département estime qu'on n'a pas assez traité le centre-bourg. En clair, évidemment, il voudrait qu'on fasse d'abord un centre-bourg, donc on a une convention d'aménagement de bourg, comme pour Borèche, à l'image de Borèche, ils ont d'abord fait leur terre-plein, les jardinières au centre, enfin, ils ont travaillé sur le ralentissement de la vitesse, avant de mettre la cerise sur le gâteau, le feu rouge. Or là, ils nous reprochaient, et on le comprend, de traiter ponctuellement un problème qui en réalité, comme sur toute la route, c'est un linéaire qu'il faut traiter. Donc ici, opposé fermement, c'était 70 000 € et ça ne réglait pas tout le problème. Effectivement, 70 000 €, c'est que pour cette gestion de la traversée, de la sortie sur la départementale. Il nous manque toujours cette montée de l'école. Donc, au-delà de ça, par rapport à la traversée, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. On est en train de travailler notamment sur des marquages, sur des marquages aussi un peu à distance de la traversée avec des effets, comment on appelle ça, sonores pour que les voitures soient obligées de ralentir. C'est quand même déjà du 30 à l'heure, mais personne ne le respecte, effectivement. On va essayer déjà de travailler sur le visuel avant, effectivement, de pouvoir mettre, là encore, l'argent, puisque c'est un peu le but de tout ce travail, c'est de pouvoir prétendre en effet à des crédits et à tout ce qu'il faut pour pouvoir faire enfin une convention d'aménagement de bourg, pardon. Donc justement, pas d'école, c'était bien sûrement le problème de l'ancienne municipalité, c'est que ça partait dans tous les sens, mais quand on a un budget restreint, on travaille étape par étape et en ciblant les priorités. Donc voilà, donc le sujet de l'école, il n'est pas du tout occulté, au contraire. C'est faux, en fait, parce qu'il y a une subvention de 50 000 € qui a été demandée dans la délibération signée, qui n'est pas ici. Elle n'est pas là. Je ne sais pas si c'est un oubli ou quoi, mais ça n'y est pas. Bon, la question de ce qui est marqué en mairie, donc toiture, études parking, etc., c'est 29 000 €. Donc, à un moment donné, il faut juste regarder les choses en face. Ça n'y est pas, si c'est une erreur. Oui, ça peut. Il faut juste regarder les choses en face. Il faut pas essayer de noyer les poissons. Et je pense que la sécurisation de la traverse la Lys, c'est extrêmement important. C'est aussi important que les 360 000 € pour Bahreïn. Absolument. Voilà. Donc à un moment donné, il faut aussi. Ça fait des années, s'il y a un drame sur cette délice, ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années que rien n'est fait. Alors moi je veux bien que le feu rouge est possible, on peut juste mettre un ralentisseur. C'est possible ça. C'est pas si simple. C'est pas si simple, mais c'est possible. Je pense que c'est possible. Le département, je pense pas qu'il y ait rien. C'est une dépense qui n'est pas non plus pharaonique, juste un minimum d'attention. Pour cette traversée de l'île, c'est extrêmement dangereux, surtout la nuit en hiver quand il y a des éclairages qui sont déficients. Ça peut remplacer l'éclairage par exemple. Voilà. Il faut trouver des solutions, c'est plus possible en fait. C'est des enfants de 5 ans qui traversent la route tous les jours. Pas seuls.
C'est quand même avec leurs parents, j'espère. Oui, mais Parce que 55 ans, ça, comment ils finissent effectivement, donc, il faut qu'on en parle. Et d'autres remarques? D'autres remarques ici? Non? Bien. Comment? Ça y est, ma petite case là. Bien. Les propositions soumises au conseil municipal sont le budget primitif 2023 pouvant désormais être voté, annulé et remplacé par la présente délibération, la délibération numéro 135 du 13 février 2023 portant autorisation jusqu'à l'adoption du budget primitif 2023 de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider, de mandater les dépenses et sections, fonctionnement et investissement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente, de voter le budget primitif de l'année 2023 du budget principal tel qu'il est présenté ci-avant par chapitre et par opération en arrêtant l'ensemble des montants afférents, d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Pour le compte de Christophe Trottin. Oui. Est-ce que tu peux expliquer son... Oui, en fait, il relève juste qu'il regrette de ne pas avoir de visibilité sur le montant des subventions, notamment et uniquement sur le trésor public, en fait. Et il aurait souhaité avoir une visibilité aussi sur la vente du bien. C'est ça. Voilà. Oui, voilà. Il pense qu'il y avait effectivement... Alors, en plus, c'est très honnête de sa part parce qu'il n'a pas pu du tout participer à aucune des réunions, donc il a raison de s'abstenir quand il n'a pas tous les éléments, parce que ça a été abordé. Mais son sujet, c'était de se poser la question de mettre en balance, est-ce qu'il ne faut pas vendre ce bien? Mais c'est toujours pareil, quand on vend les bijoux de famille, c'est vrai que ça remet à flot, mais un certain temps, sauf qu'après on les a plus, les bijoux de famille. Donc ça fait partie des débats, mais effectivement, voilà, il n'était pas là, et pour lui, c'est un sujet qu'il faut se poser, et il n'a pas ces éléments en tout cas. Donc son abstention est tout à fait évidemment respectable. Et Mademoiselle Dulaurier aussi, est-ce que vous avez envie, comme pour M. Trottin Non, je soutiens, c'est pas du tout contre les chiffres, je soutiens le dynamisme de ce que vous voulez lancer. C'est justement peut-être un manque d'information, mais sinon, on va pas dans je fais partie de l'opposition, donc je n'ai pas été intégrée à différentes réunions. Je n'ai pas la technicité de valider des budgets qui dépassent 300 000 €, quand je ne sais même pas ce qui va être fait sur la route. Cercle Barennes, c'est ce qui monte la mairie, là, ce caramel à 50 ans. Non, c'est en hauteur. Ah d'accord, excusez-moi, c'est même en bas, quand on voit des personnes qui sont venues me demander « Ah mais t'es élu, tu sais ce qui va être fait ?» Là, sur la rue de la mairie, je ne sais rien. Donc c'est plus par manque d'information, mais pas du tout par manque de soutien pour Maxime et tout ce qui est lancé. Le marquage sur la route? Ouais. Ça, c'est des travaux de SI. Oh, mais c'est quoi les travaux pour le SI, c'est pour un raccordement de tout à l'égout entre la commune de Boache et la commune de Caen. Vous allez mettre des poteaux en plastique sur la route pour faire des, je ne sais pas quoi, des voitures, des cartes. Des personnes. Ouais, mais Oui, les mais personnes elles sonnaient chez moi. Bon, au pire, c'est bien, il y a des questions. Au pire, je pense que ça peut être un rendez-vous avec M. Donneux, et puis comme ça. Donc c'est pas du tout pour être contre votre budget web, c'est juste que pour moi, sur des budgets qui sont quand même assez gros, j'ai pas pour tout valider, mais je vous soutiens dans tout ce que vous lancez, en espérant que vous ayez le maximum de réussite et de... Ouais, c'est bon. Alors on récapitule juste pour être sûr, 2 abstentions. Qui est contre? Oui. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, le service communication travaille sur une carte interactive que chaque OMB pourra consulter pour voir les projets en cours, les projets réalisés, les projets à réaliser. Et donc on travaille sur cette carte en ce moment même pour informer tous les CAMB de tous les projets qui auront lieu sur la commune, avec des délais prévisionnels éventuellement, enfin toutes les informations qui seront à notre disposition et qui sont à la disposition des CAMB quand ils se rendent en mairie, ben là on pourra les consulter de chez soi en cliquant sur n'importe quelle action en cours sur la commune. Alors là, on va faire Je te les montrerai tout à l'heure. Bien. Alors, donc 2 abstentions. Qui est contre? 2 contre. Donc, qui est pour? Le reste avec le pouvoir pour ceux qui... Très bien. Merci à tous. Le budget, en tout cas le budget primitif 2023 est donc adopté à la majorité. Il est 20h36.
Et donc, la séance du conseil municipal est close. Merci à tous et bonsoir.